Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter nos bonnes résolutions de l'année 2026 pour chacune des 30 équipes de la Ligue. Sans transition, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh et bonne année. Ouais, bonne année mon Charlie, meilleurs vœux. Chers auditeurs également, bonne année, meilleurs vœux. On vous souhaite le meilleur pour cette année 2026, surtout une bonne deuxième partie de saison. Enfin, on est rendu à combien là ? On est rendu au tiers ? C'est ça, un truc comme ça ? Ouais, un gros tiers. Un gros tiers. Donc en espérant que ça se passe bien pour la suite, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je ne vise personne, je parle de moi-même et je parle de Denver, mais on en parlera tout après. On va faire, si tu veux bien Charlie, parler de chaque équipe par conférence. On va commencer par la conférence Est, on va aller du fond du classement jusqu'en haut à chaque fois. Donc à l'Est, on va commencer par les Pacers, on finira par les Pistons. À l'Ouest, on commencera par les Pelicans, on terminera par le Thunder. C'est parti. On commence par les Pacers d'Indiana, dernière équipe de la Ligue, sur une série de 9 défaites actuellement. Les Pacers sont deuxième parmi les équipes susceptibles d'obtenir le premier pick de draft en juin prochain. Je pense que pour eux, l'objectif de cette suite de saison, c'est pas de blessure. On attend patiemment le retour de Tyrese Haliburton. On développe les talents tant qu'on peut et on voit s'il y a des bons deals à réaliser à la date limite des transferts. Voilà ce que je retiens de mon côté pour les Pacers. Ouais, il faut serrer les dents, faut préparer la suite, commencer à bosser sur la draft. On sait très bien qu'ils vont a priori avoir un très bon pick. L'année dernière, ils avaient parfaitement su construire une équipe adaptée autour d'Haliburton. Il faut se préparer à faire ça pour la saison prochaine aussi. Et puis soutenir moralement un mec comme Siakam, parce que quand même, le pauvre, ça doit un peu le rendre fou de passer de l'équipe de la saison dernière à ça. Donc, ils sont à 10 défaites consécutives, pardon, autant pour moi. Ouais, et c'est probablement pas parti pour s'arrêter, hein. Ouais, non, pas du tout. Ouais. Là, c'est les Spurs et la Magic après, et Cleveland, donc bon courage. Ouais, complètement, ouais. Mais cette équipe des Pacers, je pense qu'effectivement, l'idée était claire depuis le début et ça suit son cours. Voilà. Cette équipe n'aura... là, le but, c'est vraiment de faire le pick de draft le plus haut possible et de repartir l'an prochain sur une équipe viable avec Tyrese Haliburton et un renouveau des ambitions. Je pense qu'on les attendra au tournant la saison prochaine, très clairement. Les Wizards de Washington, les magiciens ont remporté 2 matchs consécutifs. Est-ce que je dis pas de bêtises ? Non. 2 matchs consécutifs pour la première fois de la saison en enchaînant Toronto et Memphis plus tôt il y a quelques jours de cela. Et ils ont remporté 4 de leurs 8 derniers matchs. Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont été brillants dans ces victoires. Le développement de leurs jeunes talents reste la priorité avec la draft là également. Il y a quand même eu des belles choses qui ont été montrées de la part de Keyshawn George notamment et de Trey Johnson. Voilà, les Wizards, ça joue pas du tout la victoire, ça joue le développement des jeunes. Je maintiens que peut-être qu'un changement de coach, ça serait pas dégueu côté Wizards. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, moi c'est ça que je leur souhaite, c'est d'aller tâter le terrain auprès d'un Michael Malone, d'un Tyler Jenkins, d'un Budenholzer, peu importe. Mais effectivement, moi c'est pareil. Effectivement, le coaching staff, c'est peut-être ce qui me convainc le moins dans cette équipe. Ouais, après j'en ai parlé, par exemple, on va en parler aussi tout à l'heure, mais quand tu vois certaines équipes comme Boston avec Mazzulla, comme les Nets avec Jordi Fernandez, quand tu as un très très bon coach, ça peut se traduire aussi en victoire et les Wizards, ils n'ont pas envie de gagner. Donc à la limite, on peut ne pas leur en vouloir de vouloir attendre l'été prochain si jamais ça doit advenir. Justement, en parlant des Nets, on parle des Nets, j'en ai parlé mardi longuement avec Flavien, mon invité. Les Nets pratique un excellent basket depuis début décembre. L'idée générale de cette équipe, c'est de vendre Michael Porter Jr. au meilleur prix et je pense qu'ils vont potentiellement y arriver. Ouais. Idéalement, Cam Thomas avec lui. Développer les jeunes talents, c'est une priorité également. Jordi Fernandez démontre actuellement que c'est le coach potentiellement sur lequel il faut parier côté Brooklyn pour l'avenir. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter concernant Brooklyn. Bon, non, je suis bien d'accord, ne pas hésiter à trader un profil comme Porter Jr. si l'occasion se présente. Il est pas dans la bonne timeline pour cette équipe. Ils sont dans un entre-deux, ils gagnent trop de matchs pour avoir un vraiment bon choix de draft, mais ils sont trop limités pour aller viser plus haut, c'est pas intéressant pour eux. Sam Amick récemment a suggéré que Porter Jr. pourrait être intéressant pour les Bucks, pour entourer Giannis par exemple. Écoute, s'il y a possibilité de récupérer des assets pour l'avenir, il faut pas hésiter. Voilà, complètement. Ouais. La mission des Nets, au final, les Nets réalisent de très bonnes opérations.
avoir récupéré Michael Porter Jr. et un pick de draft de la part de Denver pour refourguer Cam Johnson. En fait, ils sont sur le scénario idéal Brooklyn. Michael Porter Jr. est en bonne santé. Il joue à un niveau extraordinaire depuis qu'il est à Brooklyn. Il a vraiment exprimé d'autres facettes de son talent, de son jeu. Tout le monde le reconnaît, tout le monde en parle actuellement. Et c'est tant mieux pour Michael Porter Jr. Et je suis content pour lui, franchement, c'est un excellent joueur. Et je trouve qu'il démontre vraiment de belles choses sur le terrain. Et bien joué pour Sean Marks. Ça montre que le front office des Nets sait ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai tout à fait confiance en eux sur ce qu'ils sont en train d'essayer de produire comme reconstruction. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Les Charlotte Hornets, la bonne résolution pour moi, pour les Hornets, ça serait de se débarrasser le plus rapidement possible de la Melo Ball. 24 ans, je pense qu'il peut encore séduire certaines équipes. Miles Bridges, s'il peut faire partie du lot, ça serait absolument formidable. Tu sais ce que je vais dire derrière. Pour moi, l'objectif aujourd'hui des Hornets, c'est de reconstruire absolument autour de Concanapel. C'est vraiment la pépite côté Hornets. Je suis content parce que ces derniers matchs, il y a Tidjane Salin qui a montré de vraies bonnes choses également sur le terrain ces dernières semaines. Ils auront 2 pics de draft au premier tour en juin prochain. Voilà. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont être capables de se débarrasser de la Melo Ball et à quel point c'est quelque chose qu'ils souhaitent. Mais franchement, si lui et Miles Bridges peuvent dégager de cette équipe et récupérer des assets pour ces 2 joueurs-là, ça serait une très bonne chose, je pense, pour Charlotte. Écoute, je pense qu'on a exactement les mêmes notes, parce que ce que tu viens de dire, c'est à peu près exactement ce que j'avais noté aussi. Je pense qu'effectivement c'est important. Moi j'ai un peu peur d'un truc, je sais pas si t'as vu, mais Rob Mahoney de The Ringer a expliqué qu'une des raisons pour lesquelles Charlotte pourrait vraiment hésiter à trader la Melo Ball, c'est que c'est un joueur qui attire les spectateurs, et notamment les plus jeunes, et que pour un petit marché comme Charlotte, c'est rare et précieux. Alors je comprends le raisonnement, mais d'un pur point de vue basket, je pense que c'est une erreur d'un pur point de vue sportif. Il faut pas se laisser influencer par cet aspect marketing, et je pense effectivement que pour construire autour de Canupel, il faut trader la Melo Ball. Ouais, il est signé la Melo Ball, il a un contrat qui court sur plusieurs années là. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un joueur de highlight, quoi. C'est une star des réseaux sociaux, et ça peut attirer les plus Complètement. jeunes, quoi. Aux États-Unis, ces maillots partent comme des petits pains, donc ça compte. Effectivement, comme tu le dis très bien, niveau marketing. Maintenant, je pense que c'est clairement pas du tout un joueur fiable, que ce soit d'un point de vue sportif et en termes de santé. Enfin, j'ai l'impression qu'il se pète quand même très régulièrement. Il y a les doutes concernant le fait qu'il puisse ses chevilles puissent tenir dans le temps au cours de sa carrière. Donc bon, je lui souhaite absolument pas de malheur à la Melo Ball, mais là, les Hornets, mon discours serait très différent s'ils n'avaient pas mis la main sur Concanapel. Quand je te dis qu'ils ont 2 pics de draft lors de la prochaine draft, encore faut-il convertir. Les Hornets, ils ont quand même un historique de foirage total en termes de pics de draft qui est énorme. Si tu regardes un peu leur historique de draft, c'est vraiment moche, quoi. Donc il y a ça aussi qu'il faut corriger côté Hornets. Là, Concanapel, c'est un pic extraordinairement bon. Tidjane Salin, on verra bien si ça. Il était pris combien? Il était pris 6e, je crois, Tidjane Salin. C'est énorme de se foirer sur un pic comme ça. Donc Ouais. je suis content de voir qu'il a des minutes de jeu et qu'il essaie d'en tirer profit. Mais voilà, je pense que les Hornets, avec Concanapel, tu ne dois pas avoir un autre joueur que lui autour duquel tu construis. La Melo Ball, c'est pas le profil qu'il faut, à mon avis, autour de Concanapel. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Je sais pas si la Melo Ball est un profil que tu veux mettre à côté de beaucoup de rookies, en fait, pour être très C'est très ça, précis. exactement. Ouais. Après, je sais pas, la Melo Ball, où est-ce qu'il ferait sens? C'est ça la question. J'ai beau réfléchir, je vois pas une équipe qui serait intéressée par ses services, quoi. Et pourtant, il y a des équipes qui cherchent des meneurs, hein, mais peut-être pas ce profil de meneur-là, quoi. Hmm. C'est assez marrant d'ailleurs, on se retrouve avec plein de meneurs de jeu sur le marché que personne ne veut. On va parler, pardon, on va parler des Bucks. Pour moi, la bonne résolution des Bucks, ce serait de clarifier une bonne fois pour toutes leur relation avec Giannis Antetokounmpo. Là, ils sont partis pour éventuellement jouer le play-in.
On ne sait pas comment ils abordent cette date limite des transferts. Est-ce qu'ils veulent renforcer, comme tu l'as suggéré, hein, avec Michael Porter Jr. éventuellement ou d'autres joueurs, est-ce qu'ils veulent renforcer l'équipe autour de Giannis Antetokounmpo? Avec quels assets, avec quel joueur, qui part, qui reste, quel genre de pic ils mettent dans la balance? On a l'impression que tout peut arriver côté Milwaukee. Euh, mais je t'avouerais que plus le temps passe, alors pour l'instant, on n'a pas atteint des niveaux comme Carmelo Anthony à Denver en 2011 ou Dwight Howard, je crois que c'était quasiment la même année. Mais j'aimerais pas que cette histoire de Giannis Antetokounmpo s'envenime totalement côté Bucks. Pour lui, pour la franchise, j'aimerais que ça se passe de façon intelligente et claire, quoi. Bah ouais, c'est exactement ça. Il faut absolument mettre les choses au clair avec lui d'ici cet été au plus tard. Si lui est prêt à rester, il faut qu'il le dise clairement, qu'il bosse avec son front office sur comment améliorer la situation. Et s'il veut se barrer, il faut aussi qu'il le dise clairement et qu'il bosse aussi avec son front office sur la destination idéale pour les deux parties. C'est en train de devenir trop pesant cette situation, ça prend trop de place. Et effectivement, moi je trouverais ça extrêmement dommage que ça se finisse mal et que ça gâche un peu cette histoire qu'il a avec les Bucks. Et si effectivement, comme il l'a sous-entendu en conférence de presse, lui est étranger à toutes ces rumeurs, il avait mis la responsabilité sur son agent, mais alors il doit faire en sorte que ça se calme, parce que ça ne rend service à personne, et qu'il a beau dire c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, si ça vient de son agent, il est tout à fait responsable. Il peut pas se dédouaner de ça comme il l'a fait à ce moment-là. Exactement, on a l'impression que Giannis Antetokounmpo joue un peu sur les deux tableaux. Il veut pas passer pour le Ouais, ouais. vilain bougre. Et ça nuit à son image, hein. Et complètement. En fait, en essayant de mettre en place cette stratégie de communication, il perd sur Exact. tous les plans. Donc, Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord. c'est pas très efficace et ça va vite taper sur les nerfs de tout le monde si ça continue comme ça. Donc, on verra bien, écoute, comment ça se passe. Moi, je pense qu'on ne peut pas reprocher aux Bucks de ne pas avoir tenté des choses loin de là. Enfin, je veux dire, si tu regardes depuis le titre, alors peut-être que s'ils n'ont pas pris les bonnes décisions, on peut remettre en question le fait de faire venir Damian Lillard alors que Damian Lillard n'avait pas du tout envie d'être à Milwaukee. On peut questionner certains choix et, euh, et ainsi de suite. On peut aussi regarder du côté de Giannis Antetokounmpo et voir la pression qu'il a mis sur le front office à les pousser à agir tout de suite, maintenant, et résultat à prendre des décisions qui étaient peut-être pas forcément les plus éclairées, du moins sur du court terme, et on sait très bien que les décisions au court terme peuvent vite bloquer la situation plutôt que de la fluidifier, justement. Des fois, faut faire un pas de recul pour pouvoir mieux avancer derrière. Donc, on verra comment ça se passe. Les Hawks d'Atlanta, on en a parlé avec Flavien mardi. Je ne comprends pas le fait qu'ils veulent se débarrasser de Rizaché pour faire venir éventuellement un mec comme Anthony Davis. Porzingis et Trae Young, on sait que c'était potentiellement des joueurs qui allaient être envoyés ailleurs à la date limite des transferts. J'espère que ce sera le cas, parce que Porzingis est sur un contrat expirant, donc si tu le gardes, après, tu as un allègement de tes finances, certes, ça peut toujours être ça l'objectif. Mais si tu as moyen de récupérer quelque chose pour Porzingis, je pense que c'est une très bonne chose. Trae Young, il n'y a quasiment pas de marché, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Très sincèrement, Charlie, je pensais pas que toutes les informations qui ont été sorties là, ils veulent se débarrasser de Rizaché, Anthony Davis, c'est un objectif pour la date limite des transferts. Je pensais pas que j'ai du mal à croire que ça soit sérieux côté Hawks. Je suis extrêmement déçu si c'est ça la stratégie. J'ai l'impression qu'ils sont totalement perdus sur ce qu'ils veulent faire. Ça me saoule. Franchement, ça me gave cette histoire d'Atlanta. Je suis très déçu. Ouais, bah écoute, oui, pour moi, il faut trader Trae Young, quoi qu'il arrive, ça me semble clair. Et moi, je t'avoue, Rizaché, ça me dérange pas du tout qu'il soit tradé, hein. J'ai vraiment pas l'impression qu'il soit au meilleur endroit pour se développer. J'en ai marre de le voir attendre dans un corner, là. J'en ai marre de ça. Oui, il est mal employé en Voilà, plus. bah, quitte à ce qu'il soit mal employé, tradez-le, récupérez Anthony Davis, faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais qu'il aille dans un endroit où il sera mieux utilisé et où il pourra mieux se développer. Moi, les Hawks, je suis assez déçu aussi. Cette équipe, je la trouve intéressante. Il y a des profils que j'ai hâte de voir se développer, mais ouais, Jalen Johnson, ça me fait chier pour lui, clairement. Je suis dégoûté, quoi. ouais, ouais, mais écoute, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les insiders NBA qui se sont exprimés ces derniers jours au sujet de Trae Young sont unanimes, hein. La franchise est ouverte à un trade de son meneur. Donc, la question, c'est même plus vraiment de savoir s'il va être tradé, mais quand est-ce que ça va arriver. On verra quelles conséquences ça a pour les Hawks dès cette saison.
Mais sur le cas Rizaché, moi, je te le dis très franchement, vu son utilisation, mais j'ai même hâte qu'il se fasse trader, là. Ouais, je sais pas, enfin, je comprends pas cette équipe. Et j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un noyau de jeunes talents autour duquel tu pouvais éventuellement construire. Et je sais pas ce que font ces gens, je ne comprends pas. Et Trae Young, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le marché est totalement mort. Très sincèrement, je pense que s'il y avait eu une proposition alléchante pour Atlanta, Trae Young serait parti depuis longtemps déjà. Ouais, mais après, il était blessé, là, Trae Young. Il vient de Oui, bien revenir. sûr, mais déjà avant qu'il se blesse, il y avait l'idée qu'il ne resterait pas, qu'il ne prolongerait pas, que Atlanta voulait s'en débarrasser. Ouais, mais il s'est blessé extrêmement vite dans la saison. Il a dû jouer Tout à que fait. 5 matchs, tu vois. Donc je pense, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour dire qu'il est intradable ou qu'il n'y a pas de marché pour lui. On va voir ce que ça donne. Moi, Ouais. j'ai un peu tendance à penser que, tu vois, du trio Trae Young, LaMelo Ball et Ja Morant, c'est peut-être le moins intradable. Ah ouais. Bah, disons qu'en tout cas, LaMelo Ball est tellement je m'en foutiste et Ja Morant a tellement foutu le bordel ces dernières années. Et Trae Young, au moins, en termes de comportement, etc., il a pas trop de problèmes. Tu vois. Ouais. Mais sur le terrain, c'est quand même un sacré minus défensif. Sur Enfin, le je veux dire, terrain, c'est un problème. Ouais, mais après, c'est pas le seul joueur ah, qui soit un vrai minus défensif. non, non, bien sûr, ouais. Trae Young est un joueur. Voilà. On va être clair. Je ne, je ne considère pas Trae Young comme étant un mauvais joueur. J'ai bien saisi, merci, sa valeur et le talent de ce joueur-là. Mais comme d'autres joueurs dont on a pu parler, toi et moi, et dont on a pu souligner cette particularité les concernant, ce sont des joueurs qui nécessitent de construire quasiment exclusivement ton équipe autour d'eux Tout à fait. pour, pour pallier aux problématiques qu'ils te posent dans certains compartiments de jeu. Et c'est extrêmement compliqué à faire. Et Certes, mais l'autre chose qu'il a à son avantage par rapport aux deux autres qu'on a cités, c'est que lui, il a déjà prouvé qu'il était capable d'emmener une équipe loin en playoff. exactement. C'est ce que j'allais dire. Il est allé en finale de conférence et ça, personne ne pourra jamais lui enlever à Trae Young. Tout à fait. Cette performance, enfin, je veux dire, faut bien comprendre qu'un mec comme Tracy McGrady, par exemple, dans l'histoire de la NBA, n'a jamais passé un tour de playoff. Alors, on peut dire, ouais, il Ouais, n'avait pas t'attaques mon forcément T-Mac. des équipes capables de le faire. Excusez-moi, mais tu regardes les Hawks de 2021, Trae Young, c'est miraculeux qu'il arrive à porter cette équipe jusqu'en finale de conf, quoi. Donc, donc voilà, personne ne pourra jamais lui retirer ça. Et cette campagne de playoff de 2021 était absolument incroyable. Ses performances contre New York au premier tour, c'est rentré dans la légende. Il a éliminé les Sixers et il a mis fin à la carrière de Ben Simmons. Voilà, quoi. Ça restera à jamais gravé. Les Bulls de Chicago. Les Bulls sont à 15 victoires, 17 défaites. Le bilan parfait pour cette équipe mid par excellence. Ça ne joue rien, ça n'a pas de vision, ni à moyen, ni à long terme. Josh Giddey vient de se blesser et pourrait manquer plusieurs semaines. J'ai franchement rien à dire concernant les Bulls. J'aimerais voir Kobe White jouer ailleurs. Il y a des joueurs intéressants, mais je suis toujours effaré par le manque total de tentatives de ce front office de faire quoi que ce soit d'un peu risqué, qui ait du sens, qui soit un peu fun, un peu excitant. Non, c'est milieu de tableau, on fait le play-in. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais pour moi, ça dure depuis trop longtemps. Je ne sais pas comment vous faites, les fans des Bulls, mais force à vous, quoi. Ouais, alors bah déjà, moi les Bulls, par pitié, défendez un peu là, s'il vous plaît. Cher, si vous... Moi j'allais dire si vous voulez espérer quoi que ce soit, mais en fait tu n'espères Bah rien, je non. pense, quand t'es les Oui, Bulls, oui. mais au moins avoir un peu de régularité dans le résultat, au moins de mettre un peu d'intensité en défense. Moi, la seule chose que j'aimerais de cette franchise, c'est qu'elle explique pourquoi avoir prolongé Billy Donovan. Pourquoi? Pourquoi? Genre vraiment, je suis désolé, pourquoi avoir prolongé Billy Donovan l'été dernier? Je comprends pas, effectivement, je comprends pas la stagnation globale de cette franchise. Voilà. Attends, je corrige, Charlie, c'est 16 victoires, 17 défaites. J'ai préparé l'émission un jour trop tôt et j'ai pas compté les résultats de la nuit dernière. 16 victoires, attention, oulala, ça change tout. T'as Non, pas pas du compté tout. la magnifique victoire contre les Pels.
C'était moqueur, Je... ça. Non, non, mais bon, tu sais ce que j'en pense. Contrairement à toi, moi, je suis pas à ce point critique du coach. Je pense pas que c'est un problème de coach. Je pense que c'est un problème de Ah, mais je personnel. pense que c'est un problème de tout, mais le coach en fait partie, quoi. Bah, je suis pas sûr de ça, moi. Mais moi, j'ai rien contre lui personnellement. J'aimerais d'abord voir une équipe potable entre ses mains pour tirer des conclusions sur ce mec-là, quoi. J'aimerais d'abord qu'il ait une équipe à peu près viable pour qu'on puisse juger. Le début de saison des Bulls était plutôt très très bon. Euh, alors il y avait le calendrier qui était bien. Ils ont battu des très très bonnes équipes cependant. On peut pas leur enlever ça. Mais Billy Donovan, je trouve que quand il a des joueurs potables à sa disposition, il a plutôt fait du bon boulot. Donc, Franchement, ça fait plus de 5 ans qu'il est là, et honnêtement, moi je comprends pas pourquoi il est. En plus, je crois qu'ils l'ont prolongé sur le long terme, hein. Je crois que c'est vraiment une longue prolongation. ouais, c'est un mec ultra bien vu, Billy Donovan. C'est Sam Presti qui l'a fait venir de Florida. Je me souviens à l'époque, il était venu coacher le Thunder, ce qui pour nous était une formidable décision parce que Scott Brooks était un enfer absolu. Et Billy Donovan, voilà, c'est un gars qui était à deux doigts de faire tomber les Warriors avec Kevin Durant et Russell Westbrook. Donc c'est pas rien. Ça fait un moment qu'il vit là-dessus quand même, hein. Ouais, ouais, c'était sa première saison NBA, il me semble. Donc Ouais, voilà. c'est ça, je crois, ouais. Bref, passons aux Cavaliers de Cleveland. Les Cavaliers de Cleveland qui ont failli battre les Knicks à Noël. Hein, ils avaient 17 points d'avance et puis finalement, ils se sont croûtés. Cependant, il y a quelques signes assez encourageants si tu es fan de Cleveland. Il y a une adresse à 3 points qui revient un petit peu. Darius Garland, euh, il y a moins d'épisodes où tu vois qu'il a des douleurs aux doigts de pied et ainsi de suite. Ça, t'as l'impression que ça se passe bien mieux pour lui, qu'il commence à retrouver des vraies sensations. Evan Mobley est de retour. La bonne résolution, c'est plutôt une question que je poserais concernant Cleveland. C'est est-ce qu'ils sont capables de démarrer l'année 2026 sur une nouvelle dynamique? Si tu regardes le calendrier du mois de janvier, c'est assez brutal, mais ça peut être révélateur de quelque chose. Ça peut, s'ils arrivent à un peu retoucher, remettre le doigt sur la dynamique de la saison passée, ça peut être au mois de janvier que ça se passe. Ouais, moi je pense que cette équipe, il faut être patient, enfin pas patient, mais en tout cas il faut leur donner du temps, il faut voir ce que ça va donner quand il y aura eu vraiment du temps avec tout le monde à 100%. Je pense que Atkinson peut permettre à cette équipe de retrouver des certitudes, que ce soit en attaque comme en défense. Tu l'as dit là, ils sont un peu mieux. Ils ont gagné contre Phoenix, contre San Antonio. Moi, j'espère qu'ils vont continuer à bosser. Avant ce petit regain de forme, il commençait à être mentionné dans des trades. Je sais que notamment Garland était cité comme étant un joueur qui était potentiellement susceptible des trades. Moi, je pense que c'est une bêtise. Je pense que si tu fais un trade pour ce mec-là, tu vas pas du tout sauver ta saison. Je pense même que tu risques ça risque de te coûter plus que ce que ça ne te rapportera. Mhm. Il faut finir la saison comme ça, laisser le temps au coaching staff de trouver des solutions, et si c'est pas possible de retrouver un peu les sensations de l'équipe qu'ils étaient l'année dernière, alors cet été il sera temps de faire bouger les choses, mais moi j'ai confiance en cette équipe pour commencer à remonter la pente. Parce que là, ils sont un peu bloqués financièrement. Ils sont pas dans une bonne position pour faire quoi que ce soit comme move quelque part. Ils sont au niveau du second apron de la deuxième, du deuxième palier financier, mais je crois qu'ils sont très très limités dans leur choix Ah oui, aujourd'hui. oui, je crois, ouais. Ils ont vraiment En même temps, ils ont ils trois sont- joueurs à 40 millions ou plus, hein. voilà, Plus donc DeAndre Hunter, plus Jarrett Allen qui sont à 20 ou plus, c'est lourd, hein. à moins de trouver un deal absolument parfait, ils sont un peu bloqués avec cet effectif aujourd'hui. Donc, je sais pas. Si je suis très sincère, je n'ai aucune confiance dans cette équipe. Voilà. Je suis assez pessimiste concernant Cleveland. Je pense que ça va pas bien se passer. Je pense que je pense qu'une équipe comme Orlando est clairement passée devant en termes de potentiel dans la conférence Est. Donc, je sais pas. S'ils me donnent tort, tant mieux. Écoute, hein, franchement, l'an dernier, ils nous ont fait vibrer. C'était vraiment une magnifique équipe qui produisait un basket extraordinaire. Euh, voilà. Mais je suis pas très confiant dans
dans l'évolution de cette équipe. Le Heat de Miami, très bon début de saison pour Miami. Ils ont connu un gros passage à vide dernièrement, avec 8 défaites en 9 matchs. Et puis ces derniers matchs, là, ils ont retrouvé un peu quelques couleurs, avec des belles victoires, notamment face à Atlanta, Indiana et Denver. Tyler Hero est encore blessé. Et très sincèrement, si je leur souhaite quelque chose pour 2026, c'est de se débarrasser de ce joueur. Essayer de récupérer quelque chose pour Tyler Hero. Mais je pense que si tu arrives à trouver quelqu'un pour prendre ce gars-là et t'en débarrasser côté Miami, je pense qu'il faut le faire. C'est pas un joueur qui, je pense, fait la différence ou je sais pas. Pour moi, Miami ne va nulle part avec Tyler Hero. Autant s'en débarrasser, essayer de trouver autre chose ou de récupérer des pics de draft. Je sais pas ce qu'ils peuvent récupérer pour lui, mais passer à autre chose concernant Tyler Hero. Écoute, ouais, moi, il y a aussi, moi, c'est le cas Norman Powell, j'avoue, qui m'intrigue un peu côté Miami. Je sais pas à quel point c'est. En fait, je pense qu'il faut qu'il pèse bien le pour et le contre avant de lui donner un gros contrat. Oui, Ouais. il est incroyable. Oui, il fait une saison remarquable, la meilleure de sa carrière, mais il va avoir 33 ans dans les mois qui viennent. Miami a déjà beaucoup d'argent engagé. 50 millions sur Bam, plus de 30 sur Hero. Il y a une player option à 30 millions pour Wiggins. Jovic est Ouais. autour des 16. Bon voilà, Norman Powell, à partir du 7 janvier, il peut signer un contrat de plus de 120 millions sur 4 ans. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire pour la franchise. Et il faut pouvoir négocier effectivement avec Norman Powell. Et le Heat, il faut quand même le rappeler, ils sont bien emmerdés avec le cas Terry Rozier. Terry Rozier, c'est plus de 26 millions dans les comptes. Et aujourd'hui, il ne joue pas. Et il ne peut quasi, enfin, il est quasi, enfin, c'est un poids mort pour le Heat. Ouais. Donc, ça, c'est un vrai problème pour eux. Alors, il est expirant, hein, Terry Rozier, mais potentiellement, ça aurait pu être un contrat expirant dont ils auraient pu se servir cette saison. Ouais, Or là, ils sont totalement bloqués sur ce dossier-là. Donc c'est assez particulier leur situation avec ça. Norman Powell, je suis d'accord avec toi. Si tu arrives à négocier un contrat qui est sain pour tes finances, ça passe. Andrew Wiggins, il a une player option à 30 millions. Je pense que c'est un joueur qui va tenter de renégocier l'été prochain. Très clairement, il a 30 ans et il y a encore moyen de négocier. Enfin, c'est peut-être la négociation de son dernier contrat, enfin, du moins, la dernière occasion qu'il va avoir de vraiment avoir un contrat assez fourni. Tyler Hero, il est expirant à la fin de la saison prochaine également, donc ça veut dire qu'à l'été prochain, c'est un contrat qui expire l'année d'après, donc c'est une monnaie d'échange qui peut être tout à fait valable pour Miami. Écoute, j'ai toujours eu confiance dans cette équipe, dans ce front office. Enfin, pour l'instant, tant que les équipes en place sont dirigées par Pat Riley, je vois pas quel est le problème. J'ai tout à fait confiance en eux ouais, je suis pour prendre d'accord. les bonnes décisions. Mais le cas Norman Powell, là où ça va pas être facile, c'est que c'est quand même un joueur qui a jamais touché de gros salaires à l'échelle NBA, et que C'est là on vrai. parle de dans son dernier contrat probablement. S'il y a une équipe qui lui donne un salaire à 30 millions ou plus à l'année, je pense qu'il dira bye bye à Miami sans aucun remords. Ah oui, complètement, il n'aurait pas tort. Après, Norman Powell, il va falloir qu'il décide de qu'est-ce qu'il veut faire le reste de sa carrière. Est-ce qu'il veut jouer dans une équipe qui est compétitive? Et dans ces cas-là, il va falloir qu'il prenne des décisions en conséquence et probablement qu'il accepte de faire un sacrifice salarial. Parce qu'aujourd'hui, c'est justement typiquement ce genre de joueur qui n'est pas un joueur qui bouge assez les choses dans une équipe pour que tu y consacres une partie importante de ton salary cap. C'est un joueur qui peut être extrêmement précieux s'il accepte de faire un sacrifice financier. Par contre, s'il veut toucher le pactole, ça va forcément se passer dans une équipe qui n'a pas vraiment d'ambition. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ce profil-là. Les Sixers de Philadelphie, l'effectif commence enfin à être au complet. Kelly Oubre Jr. pourrait faire son retour prochainement. Les Sixers, pour moi, restent dans une étrange dynamique avec d'un côté la jeunesse de Tyrese Maxey et de Vijay Eshkomb et de l'autre Paul George et Joel Embiid avec leurs contrats qui sont des qui sont des monstres
des monstres financiers. Est-ce qu'ils sont capables? J'ai vu que certains étaient en train de dire attention aux Sixers, ils sont capables de jouer les troubles faits au sein de la conférence Est. Là encore, tu trouveras en moi une personne qui est quand même sacrément dans le doute. Cette équipe est impossible à prédire, mais si je dois mettre une pièce sur quelque chose, c'est que ça va foirer, clairement. Je vois même pas un scénario où ça se passe bien. Mais bon. Ouais, moi je pense que les Sixers cette année, ils doivent absolument prendre des décisions. Est-ce que la saison prochaine, c'est la continuité de celle-là, en se disant qu'avec Paul George et Embiid qui reviennent en forme, l'équipe redevient ambitieuse. Et donc, si tu prends ce chemin-là, tu acceptes une situation salariale qui est très compliquée, puisque les deux plus Maxey ont des très très gros contrats. Ça va rendre le recrutement extrêmement difficile, sachant qu'il y a énormément de joueurs de cet effectif qui sont en fin de contrat. Ou alors, est-ce que tu profites du retour en forme d'un mec comme Paul George pour le trader et essayer de se libérer de la marge dans les années qui viennent? Quid d'Embiid? Est-ce que vraiment on a l'espoir qu'il redevienne un joueur fiable physiquement? Voilà. Pour moi, la question aujourd'hui que les Sixers doivent se poser, c'est quelle est la meilleure solution pour entourer Tyrese Maxey dans les années qui viennent? Des trois joueurs qu'on a cités, c'est évidemment lui qui est le plus à même d'être un franchise player fiable. Donc vraiment, pour moi, dans les mois qui viennent, les Sixers doivent prendre des décisions très importantes. Tu peux pas avoir un Tyrese Maxey qui est en train de se saigner sur le terrain avec 40 millions à peu près de dollars par saison. Et devant lui, t'as Embiid. Embiid, je comprends tout à fait son contrat. On sait pourquoi il est payé ce prix-là. Il sera payé, il a une player option à plus de 67 millions en 2028-2029, la dernière année de son contrat. Donc, est-ce qu'il y a une opportunité pour Philadelphie de se débarrasser de ce contrat-là? Je ne vois pas qui va aller mettre les mains sur Joel Embiid. En tout cas, pas alors qu'il n'est pas en l'état actuel. Et si jamais demain il retrouve un peu de sa superbe, les Sixers seront probablement tentés de le garder. Ouais. Paul George, en revanche, lui, il est signé jusqu'en 2027-2028, player option à 56,60 millions enfin 56,6 millions de dollars. T'inquiète pas qu'il va la prendre. T'inquiète pas qu'il va la prendre. Est-ce que tu peux trouver un pigeon pour te prendre Paul George à 35 ans avec 2 ans de contrat au-delà de la saison qu'on est en train de vivre là, derrière. Et une player option qui est toxique, clairement, qui est ultra toxique. Parce qu'effectivement, il rejoue bien, on se dit, tiens, Paul George, et là, il se fond dans le collectif, il cherche à bien faire, il a toujours eu du talent, Paul George, quand il est en forme, quand il a les sensations qui sont là. C'est un excellent joueur, Paul George. C'est pas son problème. Son problème, c'est de rester sur le terrain. Donc, je sais pas quoi dire. D'ailleurs, l'intégralité de son contrat n'est pas garantie à Paul George. Il y a toute une partie qui n'est pas garantie. Ça peut être aussi une donnée importante pour une équipe qui décidera de le faire venir. À voir. Je pense que Paul George, si tu dois avoir une urgence côté Philadelphie, c'est de bouger ce gars-là si tu le peux. Bah oui, tu l'envoies même pour des seconds pics de draft. Envoie-le à Sacramento contre Zach LaVine, hop. Ouais, voilà, ouais. Non, mais contre des contrats expirants, je sais pas, ou on voit le Atlanta, par exemple, pour Porzingis, ou je sais pas. Pour Trae Young même, tu vois, je sais pas. Il faut que tu récupères quelque chose qui puisse te permettre de sortir le plus rapidement possible du marasme financier dans lequel tu es condamné pour encore 2 ans. Ah ouais, parce que et là, 2 ans, Tyrese Maxey, c'est 27 ans. Et il y a un moment où, bon, va bien falloir que tu convainques Tyrese que tu penses à sa carrière et que tu peux pas traîner des pieds comme ça. C'est déjà miraculeux qu'ils aient mis les mains sur Veggie Edgecombe. Là, ils peuvent pas se foirer sur ce truc-là. Ce qui est drôle, c'est que Maxey et Edgecombe ont la même durée de contrat. Ils sont signés tous les deux jusqu'en 2028-2029. D'ailleurs, ça correspond à la durée du contrat d'Embiid également. Ouais. Donc, ça va être assez fascinant de voir comment les Sixers arrivent à se dépatouiller de cette situation. C'est un sacré château de cartes qu'ils doivent démêler. Le Magic d'Orlando, ils ont un bilan à 19 victoires, 15 défaites. Comme ça, ils sont loin d'être dans une position idéale. Je pense que certains pourraient même qualifier leur saison de déception,
personnellement, moi, je suis pas de cet avis. J'ai l'impression que cette équipe est la plus capable à l'Est avec les Knicks. Si seulement, si et seulement si, elle est capable à un moment donné de se sortir de cette spirale des blessures dans laquelle elle est un peu enfermée depuis 2 saisons maintenant. Mais très sincèrement, le Magic, quand ça joue bien, je suis tout à fait confiant dans la capacité de cette équipe à poser énormément de problèmes à leur adversaire et à jouer à un très haut niveau. Ouais, non, mais c'est clair, hein, il faut aller voir un marabout pour conjurer le mauvais sort, hein, c'est à peu près tout ce qu'il y a à leur souhaiter. Moi, j'ai toujours des doutes, je l'avoue, sur Mosley. Je pense que Ah oui. ouais, ouais. Enfin, bah, tu vois, récemment, la Banchero, par exemple, a pris assez cher après son tir tout pourri sur la dernière possession c'était face à Toronto, je crois. Et oui, c'est clair qu'il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire un meilleur choix. Mmh. Enfin, je suis désolé, mais le coaching staff aurait aussi pu dessiner un meilleur système dans cette situation. Le fait qu'il se retrouve en possession de la balle dans cette position-là, à ce moment-là, c'est pas normal. Moi, j'ai encore des doutes sur Mosley, donc je pense qu'il faut aussi se dire que si cette saison, il n'arrive pas à faire fonctionner un peu tout ça, même avec les blessures, il sera en danger. Mais effectivement, la seule chose qu'il faut vraiment souhaiter à cette équipe, c'est d'être enfin un peu tranquille au niveau des blessures, parce que c'est une catastrophe depuis 1 an et demi, là, ça n'arrête pas. Complètement, ouais. Un truc qui nourrit un peu mon enthousiasme concernant cette équipe, si tu regardes dans les line-up les plus forts de la NBA, en fonction des minutes jouées, les meilleures formations, on va dire. D'ailleurs, une des meilleures formations, ce qui est assez drôle, c'est que c'est Denver avec Nikola Jokic, Jamal Murray, Cameron Johnson, Peyton Watson et Spencer Jones. Donc, c'est même pas le 5 majeur classique des Nuggets. Et ils ont un net rating à plus 20 avec ce 5 majeur. Ça me fait trop rire. Pas mal. Bref, le deuxième line-up le plus fortiche, c'est OKC, avec Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Lou Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace, qui a plus 18,3. Ils ont joué 112 minutes ensemble, 10 matchs au total. Et le troisième, c'est Orlando, avec Wendell Carter, Desmond Bane, Franz Wagner, Jalen Suggs et Paolo Banchero. Ah, Ça a joué 11 matchs, 117 minutes au total. Ils ont un net rating de plus 18, une excellente défense surtout. Donc, je suis assez confiant là-dessus. Et le quatrième, pour l'histoire, c'est les Knicks de New York avec Karl Anthony Towns, Josh Hart, Michael Bridges, pardon, Jalen Brunson, Deuce McBride, qui a plus 17 en net rating. Donc, je pense que de mon expérience, ces stats que je vous donne là sur les meilleurs 5 de la NBA, c'est pas un truc, c'est pas une stat qui dit tout. Loin de là, pas du tout ça. Mais ça reste un indicateur pas dégueu qui montre quand une équipe a en sa possession quelque chose qui fonctionne et sur laquelle elle peut se reposer pour, du moins, un système qui marche, quoi. Et Orlando, je suis persuadé je pense très sincèrement qu'ils ont détrôné Cleveland en position de challenger à l'Est avec les Knicks. Et je pense que ça va se jouer entre les Knicks et le Magic à la fin. Et peut-être une troisième équipe dont on va parler après. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire sur Orlando ou pas. On passe à la Non, je suite. pense qu'on a fait le tour. Ouais. Les Raptors de Toronto, les Dinos sont clairement l'équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau cette saison. La greffe Brandon Ingram fonctionne. Scottie Barnes semble en mesure de répondre favorablement aux attentes de ses supporters, avec des performances monstrueuses à son actif dernièrement, notamment ce match face aux Warriors qui était absolument incroyable. 23 points, 25 rebonds, 10 passes, 3 interceptions. Pour moi, ça peut jouer une demi-finale de conférence. Alors, grand maximum, je pense pas que ça puisse aller au-delà, mais ça serait déjà énorme pour les Raptors qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. En tout cas, moi, je les attendais pas là. Ça joue très très bien les Raptors cette saison. Je suis épaté par cette équipe. Je m'attendais pas à ça. Je me souviens que quand on en avait parlé en début de saison, j'avais dit que je comprenais pas trop le projet et je savais pas trop où ça va. J'ai pas tant que ça changé d'avis là-dessus. C'est-à-dire que la construction elle-même de cette équipe, il y a encore, je trouve, plein de points d'interrogation. Mais par exemple, Scottie Barnes est en train de répondre aux attentes qu'on pouvait avoir après une saison dernière qui était un peu décevante. Et c'est cool pour les Raptors. Je pense que tu es fan des Raptors en ce moment. Et bah, tu es sur une bonne vibe. Ouais, je suis complètement d'accord. Il faut continuer sur ce rythme. L'équipe est sympa à avoir joué, les jeunes progressent.
Il y a de l'intensité, il y a un bon mouvement de balle, c'est une des meilleures équipes de la ligue en termes d'assist ratio. Moi, j'aime vraiment bien ce qui se passe à Toronto. Ils sont dans le top 4 à l'Est et franchement, pas grand monde les attendait là. Moi, en tout cas, pas du tout. Donc voilà, je suis très content. À une ou deux exceptions près, tout le monde est sous contrat la saison prochaine. J'ai bien envie de voir comment ce groupe va continuer à évoluer. Donc, tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment une équipe qui est agréable à voir jouer à Toronto. Et pour ceux qui ont le League Pass, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ils ont le meilleur duo de commentateurs de toute la NBA. À part Yann Eagle. Yann Eagle, c'est mon préféré. Je ne sais plus où il a terminé, Yann Eagle. Je ne sais pas s'il est sur Prime ou s'il est sur ESPN maintenant. Mais Yann Eagle, ça reste mon chouchou. Mais les commentateurs des Raptors, quand ça joue à domicile, ils sont absolument trop forts. Je les adore. C'est vraiment un kiff pour moi de les entendre commenter les matchs. Les Boston Celtics, Jaylen Brown a décidé de faire la démonstration de ses talents offensifs cette saison. Le MVP des finales 2024, ne l'oublions pas, a signé récemment 10 rencontres consécutives avec 30 points ou plus au compteur. Boston est l'invité surprise du top 3 de la conférence Est. Très sincèrement, hein, je pense, à part les fans des Celtics, je ne suis pas certain que beaucoup de monde imaginait une telle saison côté Boston. Jusqu'où peuvent-ils aller? C'est la question qui se pose. Les journalistes locaux, je passais un peu en revue, j'ai fait un peu une revue de presse de la presse locale côté Boston, et beaucoup évoquent avec insistance le retour de Jason Tatum cette saison, affaire à suivre. Mais cette équipe de Boston, le coaching de Mazzulla, l'âme de cette équipe, c'est une équipe, vous le savez, qui m'a jamais transcendé. C'est pas le duo Brown-Tatum n'est pas un duo qui me fait vibrer ou qui me fait rêver. Mais alors là, c'est impossible de critiquer cette équipe aujourd'hui. Et quand tu vois les matchs de Boston, l'investissement sur le terrain est absolument exemplaire. Enfin, c'est une équipe qui se donne. C'est un vrai bonheur de les regarder jouer pour le coup. Ouais, c'est marrant parce que c'est un peu le jour et la nuit avec l'époque où ils étaient au complet dominants, mais un peu en Ultra dilettante. favori, ouais. Oui, où justement on leur Oui, reprochait oui, d'être trop en dilettante. tout Ouais, à ils font une fait. saison qui est incroyable. Bah écoute, moi je leur souhaite d'aller chercher un intérieur, notamment en utilisant le contrat expirant d'Anthony Simons. Pour moi, Mm. précipiter le retour de Tatum en s'enflammant sur cette très bonne saison, ce serait une erreur. C'est l'année Ouais. prochaine que cette équipe devra répondre présent, et pour ça, il faut se préparer dès cette saison, notamment en profitant du contrat expirant d'Anthony Simons. Mais franchement, Jaylen Brown est en train de faire une saison, elle est incroyable la saison de Jaylen Brown. J'adore ce qu'il fait. Franchement, Il est ah ouais, je patate. trouve ça fou. Il faut commencer à citer ce mec-là dans la course au MVP. Au moins le citer, au moins remarquer ce qu'il fait, parce que franchement, sa saison, elle est extraordinaire. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Si ce gars-là n'est pas top 5 dans le classement MVP à la fin de la saison, C'est pas normal je du sais tout. pas ce que vous regardez, mais je me poserai des questions, quoi. Le fait que Boston soit là n'est pas du tout normal. Non, je suis d'accord. Avec cet effectif, ce n'est pas du tout ah mais si bien sûr Boston non. C'est fou ce qu'ils sont en train de réaliser et franchement je suis épaté par cette équipe. Les Knicks de New York, les vainqueurs de la NBA Cup, ont les reins solides. Ils ont réussi à dénicher quelques pépites sur le banc. Tyler Collet, on en a parlé notamment, mais il y a aussi le français Mohamed Diawara qui réalise quelques sorties très encourageantes ces derniers temps. Il y a Kevin McCullar Jr. aussi qui a sorti des perfs. Tu te dis, mais qui est cette personne et qu'est-ce qui se passe? À quoi je suis en train d'assister? Cette équipe a de la ressource, Charlie, je trouve. Il y a un banc qui est tout à fait crédible. Et c'était une des missions de Mike Brown cette saison, contrairement à ce qu'a pu faire son prédécesseur. C'était justement de développer le banc, de développer sa rotation, d'étendre un petit peu le champ des possibles. Et il est en train de réussir à le faire. Il y a une attaque élite côté des Knicks. Je crois que c'est la deuxième meilleure attaque de la ligue. En défense, c'est un peu moins bon. Ils sont 16e, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais il y a des joueurs qui sont tout à fait capables de défendre au plus haut niveau si besoin est. On a vu Mike Brown qui était capable de réduire également les minutes pour se concentrer sur ses meilleurs défenseurs si besoin est. Donc, en termes de personnel, j'ai pas de doute concernant les Knicks sur leur capacité à défendre quand il faudra savoir défendre. Euh, un autre petit point que je vais souligner avant de te laisser la parole, c'est
le côté indispensable de Mitchell Robinson. Il faut que Mitchell Robinson arrive en un seul morceau à l'aube des playoffs et qu'il reste le plus longtemps possible en bonne santé, si possible sur la totalité d'une campagne, ça serait formidable. Mais pour moi, c'est primordial côté Knicks. Il est à ce point important, ce joueur. C'est un role player indispensable pour les Knicks. Ouais, c'est clair. Oui, ça là-dessus, je suis complètement d'accord. Écoute, moi, ma seule bonne résolution pour les Knicks, c'est de trader Yabusele et dans l'opération de mettre la main sur un profil qui pourrait être utile en sortie de banc. Et effectivement, il faut continuer à faire appel à cette rotation élargie, trouver les profils qui seront les plus à même de contribuer en playoff. On sait à quel point c'est important d'avoir une rotation étoffée dans ces moments-là. Donc ouais, non, ils sont en train de faire une très belle saison. Offensivement, franchement, ces Knicks-là, quand tu compares à ce Thibodeau, c'est un régal, vraiment, hein, c'est un régal Ouais. la différence sur le plan offensif. Je suis d'accord avec toi, défensivement, ils ont du matériel pour être bien plus performants que ce qu'ils ne le sont sur cette saison. Donc pas d'inquiétude pour les Knicks. Je trouve que vraiment leur saison est très très cool à suivre, très très cool à suivre. Mais j'aimerais bien Carrément. qu'Yabouzélé trouve une équipe où il joue. Et c'est personnel avec Yabusele. Il y a plein de comptes de fans sur les réseaux sociaux qui s'attaquent à lui, mais il y a- je dirais pas qu'il y a une Ah bah haine, c'est New mais York, hein, c'est les Knicks, hein. c'est d'une violence, la vache. Ouais. Les mecs sont sans pitié, quoi. Ça y est, ils ont Yabusele dans le pif et ils s'attaquent à lui. Ils attaquent sur le physique notamment en disant ah, il est hors de forme. Et les gars, vous n'avez rien compris à qui est Yabusele, tout simplement. Les Pistons de Détroit, on termine la conférence Est. Euh, Ils ont retouché un peu le sol pendant leur road trip là, sur la côte ouest. Et il y a eu une défaite notamment face à Utah et puis face aux Clippers où il y a eu un Kawhi Leonard de gala avec 55 points. Le match était absolument incroyable de la part de Kawhi Leonard. L'impression d'avoir voyagé dans le temps, Ouais, Charlie. c'est ça, c'est le L'impression genre de d'être en... match où tu te rappelles du joueur T'as qu'il l'impression aurait d'être en pu être. 2019. T'es là, what? Mais il est extraordinaire ce joueur. Ouais. Détroit a toujours un problème au tir avec un piteux 32,8% d'adresse à 3 points en décembre, le pire pourcentage de la NBA sur la période. Ils ont un calendrier avec plusieurs rencontres un peu compliquées à venir. Ça va beaucoup jouer cependant à domicile. Peut-être de quoi retrouver de l'élan. Je sais pas. Les Pistons, j'ai conscience que j'ai dit que le Magic et les Knicks sont les deux équipes en tête pour moi à l'Est, que j'ai pas mis les Pistons dans l'affaire. Je sais pas trop quoi penser des Pistons, Charlie. Je, j'ai tendance à penser que ce manque d'adresse est un peu le baiser de la mort pour cette équipe. À quel point, je sais pas, je saurais pas te dire, mais ça me rend pas confiant sur le fait qu'il. Je crains que face à une équipe comme Orlando ou New York, ça soit un défaut très coûteux, voire insurmontable. J'ai peur de ça. Parce que j'adore cette équipe. Écoute, ouais, moi je t'avoue, j'ai pas grand-chose d'autre à leur souhaiter que de continuer à travailler, continuer à progresser. C'est ce qu'ils font depuis 1 an et demi, c'est assez remarquable. L'équipe, elle est jeune, elle monte en puissance, ils sont sur les bases d'une très grosse saison. T'as raison. Aujourd'hui, viser les 50 victoires en saison régulière, c'est presque évident. Et quand on sait d'où ils viennent, c'est assez C'est ça. remarquable. Mais c'est pas si facile en fait d'atteindre les 50 victoires, même sur le rythme sur lequel ils sont. Une saison régulière, c'est long, il peut y avoir des trous d'air, il peut y avoir des blessures. Le plus haut niveau, c'est aussi de ne pas sombrer quand il y a des périodes plus compliquées. Ils ont tout pour être une grosse équipe dans les années à venir, une des principales forces de la conférence Est, qui sont déjà, mais ils peuvent vraiment s'installer dans cette position-là. Il faut qu'ils continuent comme ça, il faut qu'ils continuent à bosser et voir jusqu'où ce groupe peut aller, quoi. Non, mais complètement, ouais. Puis il y a Jaden Ivey aussi qui est en train de retrouver son rythme. Je crois qu'il est sur une très très bonne période là, à 3 points également. Il y a moyen que ça passe côté Détroit, mais ouais, les équipes qui ont des problèmes de shooting comme je regarde toujours ça du coin de l'œil en me disant, c'est pas, il faut faire attention à ça, quoi. La panne offensive en playoff peut être coûteuse. Ouais. Et je dis ça, clairement, hein, enfin, je pense que ça avait échappé à aucun auditeur qui nous avait suivis pendant les playoffs l'an dernier. Le duel Pistons-Knicks, bon, je militais un peu ouvertement pour les Pistons quand même. Donc voilà, et tu as raison. Quand tu vois d'où ils viennent, c'est incroyable la saison qu'ils sont en train de faire. N'oublions pas que c'est ça qu'il faut retenir avant tout, quoi. L'évolution de cette équipe est extraordinaire.
On passe à la conférence Ouest, donc on recommence vers le bas du classement avec les Pelicans qui ont enchaîné une série de 5 victoires avec à la suite une série de 4 défaites consécutives. Zion Williamson a fait son retour dans le 5 majeur. Il tourne à 65% de réussite sur les 6 derniers matchs avec 10 lancers francs en moyenne. J'aimais bien le Zion qui sortait du banc. Je trouvais que c'était un bon deal, que c'était un bon truc trouvé par cette équipe des Pelicans. Je suis, je suis de ceux qui disent que si tu as moyen de te débarrasser de Zion maintenant, parce qu'il est en bonne forme, il faut le faire. Je mets Zion dans cette catégorie-là, comme d'autres avant lui, dont on a déjà cité les noms. Mais pour moi, Zion, c'est la même histoire. Il serait bon de passer à autre chose côté Pelicans. Mais bien sûr, il faut surtout pas se laisser leurrer. Ok, il a Mm. enchaîné presque une dizaine de matchs. Et oui, comme toujours, quand il enchaîne les matchs, on voit bien que c'est un super joueur, qu'il a un talent énorme et tout. Ça n'a Mais, jamais été le problème. mais voilà, il va finir par y retourner à l'infirmerie, en fait. On le sait Mm. tous. Même les plus grands fans de Zion savent qu'il va retourner à l'infirmerie. Donc c'est clair, aujourd'hui, le plus cohérent pour les Pels, c'est de construire autour de Fears et de Queen et d'utiliser Zion pour récupérer des assets intéressants pour l'avenir à court ou à moyen terme de la franchise. Euh, qui se mettent en valeur, qui reprennent une certaine cote auprès des franchises, très bien, mais il faut surtout pas se laisser leurrer et se dire bon bah c'est bon, tu vois, c'est reparti. Non, 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 il faut, s'il y a la moindre opportunité de le trader, il faut y aller. Ouais, et c'est 5 défaites consécutives encore. Là. Je suis resté sur ma préparation de la veille, mais ils ont perdu face aux Bulls, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, ouais, non, mais Williamson, il faut qu'il. Si tu trouves quelqu'un qui est prêt à t'en débarrasser pour un pic ou deux, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal du tout. Les Kings de Sacramento, ils sont dans les rumeurs autour de Trae Young, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je comprends pas pourquoi il ferait venir Trae Young. Je ne comprends rien à cette équipe. Voilà, moi, la seule chose que j'ai à dire, la bonne résolution, les Kings, continuez à faire jouer Maxime Reynaud et Russell Westbrook, laissez-les jouer au basket. Le reste, ça vous regarde. Mais c'est tout ce que j'ai à dire concernant cette équipe. Je te laisse le terrain. Bah, est-ce que Trae Young, l'idée c'est pas aussi de faire une vraie reconstruction en fait avec Trae Young, tu récupères un contrat qui est a priori, sauf si je me plante, plus court que par exemple si tu gardes Sabonis, tu vois, si tu arrives à refourguer Sabonis contre un Trae Young, tu te retrouves avec un contrat plus court qui te permet de faire une reconstruction plus rapide. Écoute, je sais pas, Mm. moi en tout cas les Kings, ce que je leur souhaite c'est ça, c'est d'appuyer sur le bouton rouge, de reconstruire. Si les Clippers sont effectivement intéressés comme DeRozan, comme ça a été murmuré pendant un moment dans la ligue, il faut pas hésiter. Si la Vine intéresse des équipes, pareil, Sabonis, pareil, grande braderie. Il y a un bon choix de draft à aller chercher, il faut une vraie reconstruction, il faut arrêter de perdre du temps. C'est- Même regarder les matchs, c'est de la perte de temps presque. Zaglavin, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on se pose la question de quelles équipes sont intéressées par Zaglavin et personne n'est jamais intéressé, sauf une équipe comme les Kings. Aller voir les Kings et les Bulls faire des deals ensemble, ça me fait rire, quoi. C'est les deux cancres qui s'échangent des billes, quoi. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est c'est drôle, c'est drôle. Il y a un degré de comique assez élevé là-dedans. Mais tu vois, tu récupères le contrat de Trae Young, tu te dis avec un peu de chance, bah on est tellement horrible qu'il voudra pas rester chez nous et donc il va pas prendre sa player option, ça te libère quand même pas mal de place pour l'été prochain, quoi. Oui, après, bon, voilà. On va pas reparler, on va passer à autre chose parce que les Kings, Oui, voilà. Problème de propriétaire, problème de front office, problème de franchise. problème de franchise, problème à tous les étages, problème de développement, problème de tout. C'est bon, les gars, quoi. Et vous aviez un truc cool avec Light the Beam, vous l'avez complètement saccagé. Ça va. On va arrêter de se laisser embobiner. Les Clippers, on les croyait morts et enterrés pour la saison. Non, non, Kawhi Leonard a pris la DeLorean, il est remonté dans le temps. Il nous a sorti une série de matchs qui nous rappelle à quel point il a un talent unique. Je crois que c'est sur la série de 4 matchs là, donc face aux Lakers, aux Rockets, aux Blazers et aux Pistons, il tournait à 39 points en moyenne, quasiment 52% de réussite au tir, 44% à 3 points, quasiment 10 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 1,5 contre. Je sais pas si on se rend compte des chiffres que je suis en train de dire, mais c'est un truc de maso.
Donc, qu'est-ce que dire que d'autre que, bah écoutez, essayez de confirmer tout ça en janvier, les gars. Et essayez d'éviter que le Thunder se retrouve avec le premier pick de draft. Et on sera tous contents. Voilà, merci beaucoup. Ouais, franchement, en fait, j'arrive même pas. Non, mais j'arrive même T'es pas. déjà fatigué avant de commencer de Non, mais parler des j'arrive même Clippers. pas à m'enthousiasmer sur leur regain de forme parce que, en fait, ok, mais combien de temps ça va durer avant que Kawhi retourne à l'infirmerie? Enfin, et en fait, quand bien Je même sais pas. Kawhi serait en forme, ça fait 7 ans qu'il est là. Pour quel résultat? Il y a une finale de conférence en 2021, une demi-finale la saison précédente, et pour le reste, c'est du premier tour. Franchement, moi, cette période Kawhi Leonard de Clippers, c'est un énorme échec. Quand ils ont mis la main sur lui après son titre à Toronto, c'était un des joueurs les plus recherchés de la ligue. Les ambitions étaient colossales. Et tout ça pour rien, en fait, quoi. Moi, je trouve ça frustrant. Ouais, je trouve ça frustrant. Je trouve que la situation des Clippers cette saison, elle est bizarre. Bon, voilà, écoute, effectivement, s'ils peuvent améliorer un peu leur situation dans les semaines qui viennent, très bien. Si on peut éviter de se retrouver avec un nouveau beaucoup trop haut pic de draft pour OKC, tant mieux. Mais voilà, j'y crois pas. Et franchement, cette franchise, elle m'a fatigué cette saison, cette franchise. Voilà. Ils ont rien d'autre à faire que d'essayer de gagner des Bah matchs. oui, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ils sont sur une série de 5 victoires. Le play-in est toujours un objectif atteignable pour cette équipe. Voilà. Ouais. Je pense que c'est la seule chose à faire pour eux. C'est essayer d'aller choper le play-in et de se qualifier en play-off par la petite porte. Je sais pas comment ils vont faire, mais voilà quoi. Éliminer les Nuggets dans le play-in. Ah, Ce serait ah ouais, génial, ça, ah oui, t'as les idées noires en ce moment, toi. ça serait génial, ça, pour les fans des Clippers. La vengeance, tu sais. Tiens, les Nuggets. 4 partout, balle au centre. Écoute, si ça arrive, je te rappellerai que tu as annoncé ça le 1er janvier et je te tiendrai responsable pour les fans des Nuggets. Ah la vache, on va en parler des Nuggets tout à l'heure. Les Mavericks de Dallas, Anthony Davis est revenu dans l'effectif avant de se blesser à nouveau. Tadam! Quelle surprise! 4 victoires, 14 défaites sans lui sur le terrain. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'idée c'est de s'en débarrasser rapidement, de perdre et d'essayer de choper le meilleur pick possible dans la prochaine draft, dont le niveau est réputé très élevé, bâtir autour de Cooper Flag, éventuellement se débarrasser de Kyrie Irving l'été prochain, je sais pas, enfin voir comment faire, mais je pense qu'il faut arrêter ce truc qui consiste à garder des gars qui ne collent pas à ce que fait Cooper Flag, quoi. Tout simplement. Donc Anthony Davis, où est-ce qu'il va terminer? J'en sais rien, mais je pense qu'il faut s'en débarrasser si quelqu'un veut bien le prendre. Ouais, non, mais tout à fait, hein. Moi, c'est pareil. C'est la braderie dans ce podcast La aujourd'hui. Donc, résolution. Bah oui, mais on en est même prêt à vendre tout temps, le monde, hein. voilà, trader Anthony Davis, récupérer en échange des joueurs capables éventuellement de s'inscrire dans la timeline de Cooper Flag, dans son style de jeu aussi. Moi, Rizaché à Dallas, ben, j'ai rien contre. Bah ouais, Ça a pourquoi été pas, pas ouais. mal évoqué, ça me déplaît pas comme idée. Mais effectivement, Anthony Davis, il faut trouver preneur, et si Atlanta le veut, écoute, tant mieux. J'ai vu quelques comptes de fans des Mavericks qui étaient en train de se hyper à mort autour de Rizaché. Pour dire à quel point Anthony Davis va être regretté là-bas. Le Jazz d'Utah, Laurie Markkanen et Keyonte George possèdent tous les ingrédients pour former le duo du futur à Utah, je le pense sincèrement. Mais Utah ne veut pas perdre la possibilité de garder son pic, qui est protégé top 8 lors de la prochaine draft, qui partira, je vous le donne en mille, dans la besace du Thunder si c'est de 9 à 30. Donc voilà, situation bizarre à Utah. Très franchement, Charlie, je trouve que cette saison, on a eu des performances de Markkanen et Keyonte George qui sont vraiment bluffantes. Ces deux joueurs-là ont vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Et tu sais, ça fait maintenant un bon moment qu'on n'arrête pas de dire ouais, Utah, faut qu'il se débarrasse de Markkanen, nanana, nanana. Markkanen est assez jeune pour que tu puisses le garder. Et son duo avec Keyonte George commence à vraiment le kiffer, quoi. Ouais, enfin, il est assez Donc, jeune, à la fin de la saison, il aura 29 ans quand même, Markkanen, hein. oui, mais tu peux encore continuer à tirer 3 4 ans de ce gars-là. Je vois pas pourquoi Utah se débarrasserait de lui maintenant. Bah, pour garder son pic. Ouais. Ah, franchement, moi, ma résolution pour Utah, c'est ça, hein, c'est trader Markkanen. Avec lui, il gagne trop de matchs pour avoir un choix de draft
pour avoir un choix de draft tout court, en fait, et ils en gagnent pas assez pour avoir de l'ambition. Ils Moi, sont, j'aime trop ce duo. ouais, mais moi je trouve qu'ils sont dans un entre-deux qui ne sert absolument pas les intérêts de la franchise, et je vois vraiment pas de raison de garder Mark Allen. Oh là là, tu me contraries Ah ouais, là. mais je Oh suis là désolé, là. mais c'est vrai, hein, franchement. Ils ont beaucoup plus à gagner aujourd'hui à le trader là, avant le 5 avant le 5 février, je trouve. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils le Donc, ça fassent serait du quoi? tout. Reconstruire autour de Keontae George, Kessler et Ace Bailey, Ouais, et éventuellement éventuellement? le Les rookie trois qui... mecs auxquels tu touches pas, et Mark Cannon, tu l'envoies pour des pics en veux-tu, en voilà, quoi. Et éventuellement le rookie que tu drafteras cet été. Ouais, écoute, t'arriverais presque à me convaincre que t'as raison, quoi. En théorie, moi je vois pas trop de raisons, si tu veux, si tu trades Mark Allen, de pas descendre un peu au classement et donc de pas aller chercher un pic vraiment intéressant. Mais je suis un sentimental. Je t'ai Bah oui, parlé je l'autre sais fois de bien. l'histoire de Keontae George qui allait le voir dans son pays natal, là, tout ça. Ça y est, moi, je suis attaché à ces deux joueurs-là. J'ai envie que ça vive, j'ai envie que ça continue, tu vois. J'aime ce duo. Ouais, bah écoute, moi je pense que les fans de Utah l'aimeront moins s'ils perdent leur pick. C'est sûr. Ça les empêche pas de perdre, hein, cependant. Les Blazers de Portland, ça s'accroche hein, pour le play-in pour le moment. Ce serait une victoire en soi s'ils y parviennent. Shadon Sharp nous montre de très très belles choses cette saison. Sur les 13 derniers matchs, il est à quasiment 24 points de moyenne, 45% à 3 points. Deni Avdija est clairement un joueur qui devrait terminer dans le All-Star Game, logiquement. En tout cas, il est pressenti pour. Bonne résolution côté Portland. Je sais pas, continuer à développer l'esprit compétitif dans cet effectif. Et puis voilà, l'an prochain, il y aura Damian Lillard qui fera son retour. Le projet à long terme de cette équipe m'échappe, je t'avoue, mais écoute, elle est fun cette équipe de Portland. Ouais, moi je pense qu'ils doivent quand même identifier un peu ce qui leur manque pour continuer à progresser. Ils ont un corps de joueurs de 20 à 25 ans qui est intéressant, hein. Adja, Shadon Sharp, Kamara, Klingan. Il leur manque clairement un meneur. Sidi Sissoko fait du bon boulot, mais la circulation de balles est laborieuse. D'ailleurs, c'est la pire équipe de la ligue en termes d'assist to turnover ratio. Il y a le cas Scoot Anderson. Qu'est-ce que c'est le cas Scoot Anderson aujourd'hui? Est-ce qu'un jour il va revenir avant la reprise? Moi, il me semblait que son absence devait durer 2 mois. Là, on est largement au-delà des 2 mois. Donc, dur d'y voir clair. C'est dommage parce qu'il est dans sa 3e saison. On sait que c'est souvent une année importante pour les jeunes joueurs pour prouver leur capacité à réaliser leur potentiel ou non. Donc à voir si ce mec-là va revenir, ce qu'il peut apporter. Et effectivement, moi j'ai un peu hâte de voir Lillard revenir sous ce maillot parce que je trouve que symboliquement c'est assez sympa. Elle est trop bizarre cette équipe. Il y a une espèce de mix de génération assez étonnante à Holiday et Lillard qui ont 35 ans. Jeremy Grant qui, je sais pas, qui se plaint, qui se plaint pas, qui se plaint pas. On sait pas trop ce qu'il attend exactement comme rôle dans cette équipe. Scoot Anderson, je sais pas. Elle est bizarre. Elle Scoot est bizarre Anderson, cette équipe. c'est un 3e choix de draft quand même. Hein. C'est pas, tu Ouais, je vois, c'est sais. Bah, pas. tu te rends compte qu'à un moment, on était en train de parler de lui comme un rival de Wembanyama Ouais, ça à c'est. son entrée en NBA. Enfin, je veux dire, on en est très très loin. Oh oui. Et Scoot Anderson avait quand même des gros problèmes au shooting qui, on attend de voir si ça change un jour. Mais Surtout on attend de joueurs. Enfin, moi je te dis déjà qu'ils reviennent quoi. En fait, ouais, je comprends pas très bien la situation avec ce joueur. je sais pas. Puis les Blazers, voilà, ils sont en pleine vente également. Il y a des changements de propriétaires. Enfin, ils sont dans un flou à tous les niveaux de la franchise. Donc, en tout cas, on a une espèce de restructuration. Donc, donc voilà. Ils ont été vendus cet été, là, 4 milliards de dollars. Bon, on faudra voir comment les nouveaux propriétaires, comment dire, imposent leur vision, imposent leur personnel, construisent quelque chose et on verra bien la pertinence de leur choix, quoi. On verra ça. Les Memphis Grizzlies,
Il y a du mieux à Memphis ces derniers temps. Ja Morant et le coach Thomas Izzalo semblent avoir enterré un peu la hache de guerre. Le meneur signe des performances, je pense, qui ont de quoi redonner un peu l'espoir aux fans. Jaren Jackson Jr. est en forme. Leur rookie Cedric Coward, dont on a parlé en tout début de saison, c'est un vrai bon joueur, un vrai potentiel. Le calendrier du mois de janvier, pareil, ne va pas être tendre avec eux. Bonne résolution. Je sais pas, que les esprits s'apaisent et que Ja Morant Que Ja Morant arrête de faire du Ja Morant. ouais, voilà, enfin, atteigne un peu une certaine maturation, enfin une maturité qu'on ne soupçonne pas. Tu vois, Non, mais c'est clair, hein, l'âge de la maturité, le moment de la maturité, l'étape de la maturité. 2006 sera l'année de la maturité pour Ja Morant, je sais pas. Non, mais c'est clair que oui, c'est ça, hein, c'est le nœud du problème. Il faut trouver une issue au cas de Ja Morant, que ce soit par un trade ou autre, peu importe. Il faut trouver une issue. Ça fait trop longtemps qu'on sent qu'il y a des problèmes dans la relation entre le meneur et ses coachs et sa franchise. Soit ils trouvent des solutions pour continuer à travailler ensemble et à progresser, soit il faut le trader. On l'a déjà dit plein de fois, il y a plusieurs équipes qui sont à la recherche d'un meneur de jeu. Il a sûrement, c'est même pas sûrement, on sait qu'il a fait baisser sa cote énormément ces dernières années par son comportement. Est-ce que malgré ça, il a un profil qui peut intéresser des équipes? Ça reste à voir, mais dans tous les cas, il faut trouver une issue. Je dis pas nécessairement qu'il faut le trader, mais s'il n'est pas tradé, il faut absolument apaiser la situation. Ouais, complètement. Écoute, Ja Morant, ça reste un joueur extraordinaire sur le papier, sur le potentiel qu'il a, sur ce qu'il a déjà montré sur le terrain. Voilà, faut qu'il arrive à se concentrer sur le basket et arrêter de Ouais, c'est exactement ça. Non, mais s'éparpiller, quoi. non, mais c'est exactement ce que tu as dit. Il faut qu'il atteigne une certaine maturité. C'est exactement le mot qui poursuit Ja Morant depuis un moment maintenant. Fais preuve de maturité, mon gars. Quelle drôle d'histoire cette équipe quand même. C'est fou de se dire qu'il y a 3 ans, c'était une des équipes les plus en vue, avec un des plus gros potentiels d'avenir de la NBA. Et aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. C'est hyper compliqué. Ouais. Les Warriors de Golden State, déjà évoqués plusieurs fois dans le podcast. Les auditeurs savent ce que je pense pour les Warriors. Je pense que s'il y a une équipe qui doit faire venir Anthony Davis, c'est bien eux. Voilà, le coup absolument désespéré pour avoir une maigre chance de jouer quelque chose sur les dernières années de Stephen Curry. Mais c'est le seul moyen que je vois pour cette équipe. S'il reste en l'état, avec Draymond Green, avec Jimmy Butler, pour moi, ça va nulle part. Voilà. Je suis désolé de le dire un peu brutalement comme ça, mais ça va nulle part. Bah là, visiblement, c'est plutôt les Warriors qui freinent pour Anthony Davis. Sam Amick qui a expliqué qu'il y avait eu des discussions entre Dallas et les Warriors, Ouais. mais que Golden State refuse d'inclure Draymond Green ou Jimmy Butler, en fait. Donc, c'est un vrai problème. C'est impossible de faire ce trade tant qu'ils sont sur cette position-là. C'est complètement stupide, ouais. Donc ouais, bah écoute, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je trouve que ça ferait vraiment sens, l'arrivée d'Anthony Davis dans cette équipe. Je trouve que ce serait intéressant. Voilà, moi, la seule chose que je leur souhaite, c'est de mettre fin à cette situation avec Kuminga, là, trouver une porte de sortie pour Kuminga, essayer d'obtenir en échange un joueur utile, capable d'épauler un peu cette équipe, capable d'épauler Curry aussi, à qui vraiment on en demande trop. Alors, je parle pas de trouver une nouvelle superstar, hein, juste un joueur utile dans la rotation, ce serait déjà très bien. Donc voilà. Et idéalement, effectivement, en fait, je comprends pas l'espèce d'immobilisme qu'il y a un peu dans cette franchise. Je comprends qu'on veuille pas toucher à Draymond Green, mais est-ce que vraiment c'est la bonne chose à faire? Je ne suis pas sûr. Ah, c'est ce qui se dit, c'est que tant que Stephen Curry est là, ni Steve Kerr ni Draymond Green n'iront nulle part. Oui, bah écoute, Clay est bien parti, pourquoi pas Draymond, tu vois? Oui, mais probablement qu'il y a une façon de rationaliser les choses à ce moment-là qui n'est plus... Justement, parce qu'il y a eu le précédent Klay Thompson, aujourd'hui, je pense que Stephen Curry n'est absolument plus prêt à dire « Ok, j'accepte qu'un des piliers, un autre pilier s'en aille ».
Oui, bah, C'est peut-être justement l'effet inverse que ça a produit. ouais, bah dans ce cas-là, il faut pas s'attendre à ce que les Warriors redeviennent une équipe ambitieuse et il faut pas s'attendre à ce que les Warriors soient en capacité d'aller viser quoi que ce soit. Et c'est bien d'être clair sur le sujet parce que quand on voit Mais le moi, prix, quand on voit le je- prix des places, mais je ne comprends pas l'attachement à Jimmy Butler. Pourquoi tu gardes Jimmy Butler? C'est quoi le problème de se débarrasser de Jimmy Butler? Pourquoi tu te débarrasserais pas de ce gars-là et tu utilises Kuminga pour parce que manifestement Dallas aimerait pouvoir recouper plus de pics que ce que peut proposer Golden State. ah, apparemment, Dallas, ils sont pas très chauds sur Butler, hein, c'est Draymond qui veulent. D'accord. Si j'ai bien compris ce que disait Sam Presti. Pour aller mettre des pêches à Cooper Flag. Ouais, exactement. Pardon. Pour lui apprendre des clés de bras. Alors, pour étouffer ton adversaire, tu fais comme ça. Non, mais je sais pas. Les Warriors, très sincèrement, c'est triste. Même les conférences de presse de Steve Kerr sont tristes. Tout est triste. C'est vraiment l'étoile qui est en train de mourir, quoi. La dynastie qui va au cimetière, quoi. C'est tristounet. Et Ouais. quand t'as des perfs de Steph Curry qui te claquent 40 points avec des matchs complètement déglingos et que les mecs qui trouvent le moyen de perdre le match, non, je suis désolé, ça veut dire que ça va nulle part. Ça va nulle part. Et Anthony Davis, pour le coup, ça peut. De toute façon, ils auront quoi qui garde, que ce soit Jimmy Butler ou Draymond Green qui part. Et si aucun des deux part, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ils ont déjà des problèmes de shooting. Et c'est pas Anthony Davis qui va améliorer ça. Donc, si au moins tu peux avoir une défense de fer, c'est bien. Ah ouais, non, non, attends, je rejette un œil sur l'article de Sam Amick et c'est effectivement Golden State has shown no interest in making such a move à propos d'un Butler contre Davis. C'est incompréhensible. Ouais. C'est incompréhensible à mes yeux. Mais bon, on verra bien ce qu'ils décident de faire s'ils décident de rester coincés. Écoute, bon courage les amis. Les Suns de Phoenix, c'est un peu les Raptors de la conférence Est. Ça joue dur, la défense est étonnamment solide. Ils avaient gagné 5 de leurs 6 derniers matchs avant de s'incliner face aux Cavaliers récemment. Euh, c'est vraiment la surprise de la conférence Ouest et la preuve que quand il y a une volonté, quand il y a du dynamisme dans l'effectif, et ben ça ressemble à tout à fait autre chose sur le terrain. Bah ouais, ouais, écoute, c'est vrai que c'est une équipe qui est plutôt intéressante à voir. Moi, j'ai deux choses. C'est d'abord bah, la réintégration de Jalen Green, comment ça va se passer. J'ai assez hâte, j'avoue, de voir ça. Et Il l'autre, revient quand, Jalen Green, on le sait ou pas? bah, il me semble que c'est censé être très bientôt. Attends, ouais, ils avaient dit avant la fin décembre. Bon, alors c'est raté, les gars. Mais normalement, ça devrait être incessamment sous peu. Non, et l'autre chose, c'est que moi, j'aimerais quand même bien voir, j'aimerais bien que cette équipe, elle se bouge un peu plus au rebond, défensif notamment. Je crois, enfin, j'ai pas revérifié très récemment, mais il y a 2 ou 3 semaines, c'était une des pires équipes de la ligue en la matière. Et c'est vrai que c'est un truc, quand je regarde les matchs, je trouve que sur le rebond défensif, ils sont pas toujours très au taquet. Mais c'est une équipe qui est chouette à regarder aussi, Phoenix, et c'est effectivement le jour et la nuit avec l'équipe de la saison dernière, où vraiment tu avais l'impression que un mec comme Devin Booker, par exemple, portait tout le malheur du monde. Donc ouais, non, c'est plutôt cool de voir cette équipe. Il y a encore 2 matchs face aux Lakers. J'ai tellement hâte. C'est tellement un bon délire. Ça me fait tellement rire. Je kiffe. De voir Dylan Brooks taper sur les nerfs de LeBron James. Non, mais je te dis, Brooks, il va C'est un finir par kiff aller aux absolu. Lakers. Non, non, mais je pense que Noël prochain, je commande le maillot de Dylan Brooks. J'ai- j'ai- et, je, et je me fais la même coiffure. Oh, carrément. Il me fait tellement rire. C'est tellement drôle. Le troll, le troll par excellence, quoi. C'est excellent. Ça me fait mourir de rire. Les Rockets de Houston, les retours de Tari Eason et Darian Finney-Smith n'ont fait qu'ajouter à la dangerosité de cette équipe. Avec Denver qui chancelle sous le poids des blessures, les Rockets sont idéalement positionnés pour s'emparer de la seconde place à l'ouest. J'ai bien conscience qu'une équipe qui s'appelle les Spurs de San Antonio existe, mais les Rockets, bah voilà, récupérer des joueurs qui étaient pas forcément dans la rotation, ils étaient déjà très solides. Là, ils récupèrent quand même des pièces qui sont pas anodines. Et je pense que c'est une équipe qui peut continuer sa montée en puissance au sein de cette conférence Ouest. Et je pense que la bonne résolution des Rockets, c'est de continuer
à essayer de réaliser ce potentiel en fait. Parce qu'on sait que ils auront pas leur effectif au complet. Ils auront pas Van Vliet ne reviendra pas de façon héroïque dans cet effectif. Mais voilà, on n'a pas encore vu cette équipe de Rockets au complet. Et je pense que ça peut faire encore plus mal qu'on a déjà vu. Donc, j'ai hâte de voir ça. Parce que ça joue très bien à Houston. Ouais, moi je suis très partagé entre effectivement maintenir l'effectif tel quel et monter un Ah, trade pour un meneur. En fait, je suis tellement frustré par la blessure de Van Vliet. J'aurais tellement aimé voir cette équipe au complet cette saison et je me dis, franchement, t'ajoutes un meneur à cet effectif, mais ça peut vraiment faire ah ouais. basculer cette saison dans une autre dimension. Ah, mais clairement. Alors oui, Shepard a un profil qui a un potentiel et un profil intéressant, mais en même temps, en faisant venir Katie, tu fais le choix de gagner tout de suite. Alors je sais pas quel profil de meneur pourrait être le bon, mais Shepard fait une saison de malade mental. eh oui, Après, c'est en grave. playoff. Est-ce que son inexpérience va pas se révéler euh, pas coûteuse, parce que je pense pas que ça soit à ce point un minus, pas du tout même. Ah, enfin, laissons-lui le bénéfice du doute, déjà, commençons par dire ça. Mais est-ce que son manque d'expérience risque pas de faire tu fais des erreurs de jeunesse, quoi. Ça, Bah ouais, c'est un peu la question que je me pose. Ouais. malheureusement, c'est ce qui peut arriver, ce qu'on a déjà pu voir. Donc, ou pas, il y a des jeunes joueurs qui arrivent en playoff et qui tout de suite se sentent à l'aise. Ah oui, oui, non, mais c'est Ça clair, arrive y aussi. a pas de vérité absolue en la matière, c'est ça qui est... Mais c'est une inconnue C'est ça. concernant Shepard. C'est une inconnue, c'est une donnée qu'on n'a pas le concernant. Et effectivement, avec Van Vliet, cette équipe, mais c'était c'était un monstre définitif, quoi. Là, c'est déjà très compliqué de se les farcir, les Rockets, mais avec Van Vliet, ça aurait été encore autrement plus difficile, quoi. Donc, ouais, Ouais. je sais pas. Tu as un dernier mot sur les Rockets ou pas? Écoute, non, moi c'est ça, hein, c'est la question du poste de meneur. Ouais. Est-ce que un move pour obtenir un meneur plus expérimenté dans l'optique de gagner tout de suite, maintenant, serait pas pertinent? C'est ça. Je te rejoins là-dessus et c'est effectivement très pertinent de se poser cette question-là. Les Nuggets de Denver, bonne résolution pour l'année 2026. Sortir tout le monde de l'infirmerie avant le All-Star Game, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Denver. Ça suffit maintenant. Il n'y a plus personne dans cette équipe. Là, Valanciunas remplace Jokic dans le 5 majeur face aux Raptors et le mec se fait le mollet, quoi. Ouais, ouais. C'est une blague. C'est terrible, hein. C'est une blague. C'est une blague absolue. Donc, oui, je suis rongé par le désespoir, Charlie, je t'avoue. Je suis assez contrarié par tout ce qui est en train de se passer. J'ai peur que Jamal Murray se crame d'ici là. J'ai hâte que Gordon et Christian Brown reviennent. Ça devrait. Alors, il avait été annoncé qu'il devrait revenir à la fin du road trip dans lequel se trouve Denver. Donc, j'ai hâte que ça soit le cas. Et en même temps, j'ai pas envie qu'ils reviennent précipitamment pour pas aller se faire, pour empirer leurs blessures ou je ne sais quoi. Donc, je suis un peu partagé concernant Denver. Et j'aimerais dire autre chose concernant un débat qui active beaucoup aujourd'hui ces dernières 24 heures, là, les discussions NBA. Il y a eu plusieurs insiders NBA qui ont dit la limite des 65 matchs est regrettable parce que après la blessure de Jokic, potentiellement Jokic donc, ne sera plus éligible pour le titre de MVP. Alors que ça va faire 2 saisons consécutives qui fait des saisons totalement folles et que cette saison il était probablement favori et que très certainement il ne sera pas donc éligible pour n'importe quel. C'est pas que le titre du MVP, c'est aussi pour les All NBA Teams. Les conséquences, elles sont quand même importantes. Et plusieurs insiders avaient cité notamment le fait que cette saison, ni Wembanyama, ni Luka Doncic, ni Antetokounmpo, ni Jokic, à cause de blessures, se retrouvent privés potentiellement de ces récompenses et de ces All NBA Teams et ainsi de suite. Et j'ai vu plusieurs personnes déjà dire ouais mais c'est bon on va pas faire une exception pour Nikola Jokic, ça suffit maintenant et c'est une règle qui convient à tout le monde. Joel Embiid a été victime de cette règle,
Donc je vois pas pourquoi lui ne serait pas aussi pourquoi ça s'appliquerait pas à lui et pourquoi on ferait une exception tout d'un coup parce qu'il est blessé. Alors d'une, Jokic n'a jamais rien demandé, personnellement, je pense qu'il s'en fiche totalement, très sincèrement. Et il y a quand même une grande différence pour moi entre le load management, c'est-à-dire ne pas faire jouer un joueur qui est capable de jouer parce que tu as peur qu'il se blesse et que tu essaies de prévenir une blessure. Il y a une différence entre ça et le fait qu'un joueur se blesse et va manquer probablement voilà, de très peu de matchs la capacité d'obtenir un prix qui change sa legacy, quoi, sa carrière, littéralement. Donc, c'est un débat qui m'énerve énormément, Charlie, je t'avoue. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. Cette règle, elle a été faite pour le load management et je trouve que c'est très dommage que des saisons aussi historiques que celle de Jokic, on va pas dire passe aux oubliettes, parce que évidemment qu'elle va pas passer aux oubliettes, mais qu'elle ne soit pas récompensée comme elle le devrait. C'est sain de se poser la question, de se dire, est-ce qu'on doit la maintenir est-ce qu'une différenciation entre load management et blessure ne devrait pas être faite? Je trouve ça sain de se poser la question. C'est pas faire du favoritisme. Ah ouais, non, tout à fait d'accord avec ça. Sinon, t'as une résolution pour Denver ou Bah pas? non, T'as un mot d'espoir à me donner, Charlie, non, s'il te non, plaît? ah non, non, Oh, désolé, mais quoi? faut serrer les dents, et il faut réussir à trouver l'équilibre entre prendre son temps pour faire revenir les blessés et pas trop chuter au classement. Mais c'est vrai que la conférence Ouest, c'est terrible. Il doit y avoir 2 ou 3 matchs d'écart entre le troisième et le septième. Ça peut aller très très vite, et tu le sais bien, puisque tout à l'heure, tu as parlé des Nuggets en play-in. Mais c'est clair que voilà, ce qui compte pour Denver, c'est d'avoir un effectif au complet et en forme en playoff. Dès lors qu'ils sont dans les places qualificatives pour les playoffs, ils resteront une équipe que personne ne voudra jouer, une équipe qui fera peur à tout le monde, à condition que leur effectif soit au complet à ce moment-là. Je pense que si Denver est au complet pour les playoffs, je pense que ça va au bout. Mais moi, je suis désolé, hein, je crois à la loi des séries. Hein. C'est-à-dire, C'est-à-dire, si tu commences à te péter un peu, ça va prendre de l'ampleur. voilà. Là, l'histoire te donne raison pour Bah l'instant. ouais, hein, moi Il y j'y a- il y crois. a- Hein. Là, bientôt, ils vont devoir aller recruter je sais pas qui, mais Ah ouais. ils vont tourner à 6 joueurs bientôt. C'est pas possible. Il n'y a plus personne, quoi. C'est absurde ce qui est en train de se Ouais, c'est passer. compliqué là. Les Spurs de San Attends, Antonio. mais tu sais que t'as mis de Quoi? côté, on n'a pas fait les Wolves ni les Lakers là. Hein. Ah, mais t'as raison, j'ai complètement zappé ces deux équipes dans le classement. Mais t'as raison. Non, mais bon, Mais allons-y, j'ai Charlie. l'habitude que tu détestes les Lakers, mais je suis étonné Pas pour du les tout. Mais Wolves. alors, non, mais ouais, non, mais je déteste ni l'une ni l'autre. Et je voulais absolument t'en parler. Les Wolves, leur défaite face à Atlanta le 31 m'a énormément surpris. Pour moi, c'est un peu ce qui représente cette équipe de Minnesota, qui est capable du meilleur comme du pire. Euh, Toi et moi, on en a déjà souvent parlé de Minnesota. Tu sais ce que j'en pense. Je pense qu'ils ont, depuis les 2 dernières saisons, là, touché à leur max qu'ils peuvent faire avec cet effectif, c'est-à-dire une finale de conférence. J'ai pas l'impression que cette équipe puisse faire autre chose telle qu'elle est constituée actuellement, notamment avec Rudy Gobert pivot et Julius Randle et tout ça. Enfin, je pense que les seuls mecs à sauver dans cette histoire, c'est McDaniels et Anthony Edwards, bien évidemment, et qu'il faut aujourd'hui que Minnesota se pose sérieusement la question de faire autre chose, enfin de changer leur fusil d'épaule concernant leur effectif. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Je ne sais pas. Plus ils attendent, moins c'est une bonne chose à mes yeux. Donc, bonne résolution, ça serait pour moi de prendre conscience qu'il est urgent probablement de ne pas attendre que Rudy Gobert devienne vraiment injouable, inutilisable ou vraiment qu'il ait plus ce bonus défensif qui peut taper dans l'œil d'une autre équipe et qu'il faut s'en débarrasser probablement maintenant, quoi. Et Randall, pareil. Je pense que c'est maintenant qu'il faut. Maintenant qu'ils sont encore dans un contexte où ils jouent bien, ils sont encore productifs, c'est maintenant qu'il faut commencer à essayer de s'en servir comme monnaie d'échange. Ouais, absolument. C'est dans les mois qui viennent qu'il va falloir prendre des décisions importantes pour Je l'avenir à pense, court hein. terme de cette franchise. Je suis d'accord, hein, avec Gobert et Randle sous contrat jusqu'en 2028, ils ont très très peu de marge de manœuvre. Anthony Edwards, c'est un joueur qui est exceptionnel. Ils doivent construire le meilleur effectif possible autour de lui. Et est-ce Et que qui est ça, jeune. ouais,
Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux vraiment le faire aujourd'hui avec le payroll tel qu'il est actuellement? Ben, je crois pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le groupe a déjà atteint son palier avec les finales de conférence ces 2 dernières saisons. Et comment Anthony Edwards va réagir si Minnesota commence à baisser de niveau dans les 2 prochaines saisons, à plus pouvoir évidemment viser les finales de conférence, mais même à être dépassé par des équipes plus jeunes ou mieux équipées, comme les Spurs, les Rockets, les Nuggets. C'est probablement trop hâtif de parler de fin de cycle, mais moi justement, je pense que les Wolves devraient anticiper une fin de cycle pour éviter Ouais. justement de mettre Anthony Edwards dans une situation où il se frustrerait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que la situation des Bucks avec Giannis Antetokounmpo est un peu similaire jusqu'à un certain point. Tout du moins, je pense que les Wolves devraient attaquer ce problème, cette problématique, comme ce que je voulais comme ce que j'aurais aimé que les Bucks fassent avec Giannis Antetokounmpo. C'est-à-dire que potentiellement, il y a un doute sur la patience d'Anthony Edwards. Est-ce que Anthony Edwards va être patient si tu lui présentes l'idée de dire, écoute, pendant 2 saisons, on va être moins bon, tu vas plus aller en finale de conférence. Parce que le problème, c'est ça, c'est que quand tu commences à goûter à ce genre de... Quand tu commences à cogner à la porte des finales NBA, je pense que tu as vite fait de te croire, de te dire, je suis à 2 doigts d'y arriver, quoi. C'est pas totalement faux, d'ailleurs. Mais en fait, c'est surtout, Mais moi, si je suis à la place d'Anthony Edwards, je leur dis, mais en fait, si vous savez qu'on va être moins bon et qu'on va être en galère, pourquoi juste accepter cette situation? En fait, c'est quoi le plan? C'est d'attendre que les contrats de Gobert et Randle expirent? Bah non, en fait, tradez-les voilà, avant qu'ils expirent. Il faut prendre son destin en main, en fait. là, tu as Mike Conley, Gobert et Randle qui doivent vraiment que tu dois vraiment échanger aujourd'hui. Tu dois modifier cette configuration-là. Et je pense que, je sais pas, j'ai envie de croire qu'il puisse y avoir un monde où tu peux expliquer à Anthony Edwards, voilà, on va faire des transferts, on va essayer de faire venir des joueurs, on va voir ce qu'on peut récupérer. Potentiellement, on va devoir faire un pas de recul. On va devoir prendre, être peut-être un peu moins compétitif, mais en faisant venir des jeunes talents, en récupérant des pics de draft, potentiellement, on peut construire quelque chose de vraiment bien, quoi. Et au passage, Et- les Wolves sont une des équipes qui a été beaucoup citée sur le dossier Ja Morant, justement. Ouais. Et ce qui est sûr aussi, le deuil qu'il va falloir faire côté Timberwolves, c'est que tu ne récupéreras jamais ce que tu as donné pour Rudy Gobert. Jamais de la life. Ça, c'est mort. Tu vas même être très loin du sac d'assets que tu as filé pour récupérer Rudy Gobert. Mais encore une fois, ce n'est pas un échec qu'il y a eu pour les Wolves. Ils ont fait 2 finales de conférence. 2 fois, ils sont terminés dans le Final Four. C'est quand même pas rien. Surtout pour les Wolves qui ont connu des années et des années de galère avant ça. Donc, les Wolves ont, je pense, donné tout ce qu'ils pouvaient dans la configuration qu'elle a leur aujourd'hui. Il est temps de changer de stratégie. Et il faut réussir à convaincre ton franchise player que tu peux le faire. Et je pense qu'un mec comme Jaden McDaniels ne demande qu'une chose, c'est d'avoir plus de responsabilités également. Tu sens que parfois il est frustré parce que quelque part le ballon il est beaucoup dans les mains de Randle et de Edwards et lui pas tant que ça quoi. Donc et tu sens qu'il est capable de plus. Ouais. Donc voilà. Les Lakers, Charlie. Ouh là là, ça y est, on attaque les Lakers. Ouh là 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 là, la bonne résolution. Tu sais ce que c'est, tu sais ce que je vais dire? Vas-y. Convaincre LeBron James de prendre ses valises, prendre ses clics et ses claques et d'aller ailleurs. Voilà ce qu'il faut faire pour les De Lakers. renoncer à sa no trade clause, tu veux dire? Bah, Exactement. c'est impossible. C'est dégoûter LeBron pour qu'il se dise bon les gars, vous savez quoi? Je fais sauter ma no trade clause, je me casse. C'est Voilà. impossible. Et surtout pas échanger Austin Reeves. Ne pas faire ce que le clan de LeBron James essaye de signifier par voie de presse en permanence. Oui, Austin Reeves, ça serait pas mal qu'il soit transféré. Quoi. Bah, c'est impossible, malheureusement, ce que tu dis, hein, ça n'arrivera jamais. Et les Lakers ne feront jamais quelque chose comme dégoûter un mec comme LeBron James. Ça irait à l'encontre de leur histoire, ça irait à l'encontre de leur image. C'est improbable, c'est impossible. Donc, je serais pas contre, mais malheureusement, je n'y crois pas du tout. Comment tu vis cette situation, Charlie? Parce que j'ai beaucoup pensé à toi. C'est quand même assez cosmique ce qui se passe dans cette équipe des Lakers.
Ah ben je vu le m'en retour fous de LeBron. complètement. Moi je sais Ah depuis bon? mais ça fait depuis des semaines et des semaines que je m'attends à ce que ça soit comme ça en fait. Avant même la Ah reprise de bon? la saison, on en parlait et moi je t'ai dit le seul espoir que j'ai pour les Lakers cette année, c'est que ce soit bel et bien la dernière saison de LeBron. En fait, D'accord. c'est la seule chose et de En fait, t'es rivé sur la fin de la saison déjà, ouais, toi. c'est ça. C'est le compte à rebours est lancé, Non, quoi. mais voilà, la seule chose que je demande aux Lakers, c'est de se bouger en défense, en fait. C'est tout. Je demande même pas la mise en place d'une défense collective convaincante. Juste, je veux voir plus d'investissement défensif. Je crois pas une seule seconde que l'équipe actuelle puisse aller au titre, mais il faut s'habituer à faire les efforts défensifs. Il faut que ça fasse partie de la culture de l'équipe. Il faut que ça soit normal et il faut arrêter de JJ Redick qui va finir en hôpital psychiatrique si ça continue et s'il voit ses joueurs s'en foutre à ce point-là. Et Luka Doncic est très concerné aussi. Il faut quand même Tout à fait. commencer à ne pas trop se foutre de la gueule du monde, au moins faire semblant de faire les efforts. Et évidemment, il faut préparer d'ores et déjà la saison prochaine, et, impliquer Luka Doncic dans la réflexion autour de la future équipe aussi, construire autour de lui une équipe capable de gagner tout de suite, quitte à être agressif sur les trades. Et je suis pas du tout d'accord avec toi. Si un mec comme Antetokounmpo, par exemple, est disponible, j'hésite pas une seule seconde à sacrifier un Austin Reeves. Mais pas une seule seconde, pas une. Ah, mais pour Antetokounmpo, d'accord, Ah bah d'accord. Non, non, oui. mais Ah oui, non, non, mais ah moi oui, non, j'ai bah, bien jamais dit, sûr. mais j'ai jamais dit le contraire, Charlie. Ah bah J'ai pas si, dit t'as ce dit, que il j'ai faut pas pas dit. trade Austin Reeves. Non, faut pas trade Austin Reeves comme Rich Paul était en train de le laisser, de le sous-entendre l'autre fois en disant Austin Reeves, c'est soit c'est un sixième homme, soit on le transfère pour parce que grosso modo il y a trop de joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon dans les mains et que LeBron James manifestement ça le saoule de ne pas avoir le ballon pour créer Ah quoi. non, mais tu sais que moi ça, je suis complètement d'accord. Hein. Le trio Reeves, Doncic, LeBron, il ne marche pas parce qu'ils ont tous les trois Oui, mais besoin le du problème ballon. c'est pas Austin Reeves. Non, bien sûr, mais le Austin Reeves, c'est le seul que tu peux bouger en fait. C'est pas une question de savoir qui est le problème, c'est de savoir qui est le seul qui peut bouger. Et le seul qui peut bouger des trois, c'est Austin Reeves. D'accord, mais je pense que l'option des Lakers, comme tu l'as dit, enfin là, blague à part, hein, je redeviens sérieux concernant les Lakers, j'arrête de titiller exprès, mais comme tu l'as très bien dit, on en a déjà parlé, les Lakers savent depuis le début de la saison que LeBron James, voilà, il a décidé de maintenir son contrat, Oui, ils ont décidé de ne malheureusement. pas le prolonger, et tout le monde sait depuis le début de la saison, et LeBron le sait aussi, et c'est pour ça aussi qu'il traîne un peu des pieds, et qu'il y a un peu cette tension qui est palpable, enfin on peut pas dire le contraire aujourd'hui. Ouais, ouais, non, tout Je à pense que fait. si tu suis les Lakers, on sent qu'il y a de la tension dans le vestiaire, entre les joueurs, avec le coach, on sent qu'il y a une ambiance qui n'est pas sereine du tout. Non, c'est clair. Alors, C'est pour une c'est équipe. pas une guerre ouverte, c'est un truc larvé qui est assez étrange, qui est pas étonnante. Je pense très sincèrement, Charlie, que si on réécoute les podcasts qu'on a fait au début de la saison quand on parlait des Lakers, c'est exactement ce qu'on a dit. Le côté passif-agressif de LeBron James dans toute sa splendeur, ça sera jamais un truc à la dynamite absolue, mais ça sera un truc où il essaye de jouer des coudes et il essaye de retrouver un petit peu de son influence perdue dans une franchise qui lui a clairement signifié que passer cette saison, ça se fera sans lui. Et voilà, et on est clairement dans ce qu'on avait prédit quelque part. Ah ouais, tout On à est fait. dans un espèce de flou artistique où tout le monde attend que la saison se termine. Ouais, mais exactement. Parce que comme tu l'as dit, JJ Redick, il a envie de faire le boulot correctement. Luka Doncic, tu as effectivement l'impression que lui, il est comme nous, il attend la saison prochaine. C'est bizarre en fait, l'ambiance est très bizarre. Ouais, et c'est clairement pour ça, si tu veux, que moi je me projette déjà sur la saison prochaine. C'est que, en fait, on est Mm. tellement exactement dans le scénario auquel je m'attendais, avec la fin de règne de LeBron, que, bah, tu vois, mis à part attendre la saison prochaine et espérer que le front office sera à même de donner à Luka Doncic un groupe adapté à ses qualités et capable de gagner tout de suite, que, en fait, tu vois, Mm. je vais pas passer l'année à serrer les poings contre LeBron, ça servira à rien, quoi. Mais effectivement, on est exactement dans ce à quoi on s'attendait, tout à fait. Et Doncic, c'est un peu exactement le même truc que pour Trae Young, ce qu'on disait tout à l'heure, dans une toute autre mesure, parce que Luka Doncic, on sait que défensivement, il a ses limitations. Ça, tu ne peux pas tourner autour du pot, ça se voit, on le sait. Il y a 1000 occurrences qui nous ont montré que c'était le cas, il n'y a pas de problème là-dessus, personne ne nie ça. Par contre, on a déjà vu Luka Doncic dans une équipe qui était première de la ligue en termes d'efficacité défensive et que c'est une équipe qui l'a mené jusqu'en finale NBA. Ça aussi, on l'a vu. Ouais.
Donc, je pense que les Lakers savent ce qu'il leur reste à faire, c'est construire une équipe qui défensivement fait sens autour de Luka Doncic, qui est un talent offensif comme il en existe quasiment pas, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Il est comme Jokic, quoi. Ce sont des singularités absolues offensivement qui font que, bah voilà, ils ont peut-être des limitations défensives, mais n'empêche que c'est des gars, ils peuvent t'emmener jusqu'au bout du monde, quoi. Et tu le sais, Tout à enfin, fait. sur la terre promise. Donc, les Lakers, c'est ça. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que ils sont pas dans une position facile, les Lakers, dans le sens où, à force de jouer de jouer le pourrissement comme ça dans la saison, est-ce que, ça serait ma dernière question concernant les Lakers, est-ce que tu penses pas qu'à un moment, Luka Doncic puisse regarder tout ça et se dire, franchement, là, les Lakers, ça me gonfle, je vais exiger un transfert. Je t'avoue, je vois pas trop de raison de Hmm. le faire en cours de saison comme ça. Non, j'y crois pas une seule seconde. Ok. Parce que finalement, ça serait le pire scénario, ça serait ça, c'est d'user la patience de ce gars-là, quoi, qui, je pense, doit en avoir marre de végéter dans des entre-deux permanents, quoi. Ouais, mais d'abord, je te dis, lui-même, en termes de comportement sur le parquet, il est pas non plus exempt de tout reproche, franchement, Non, dans non, son bien sûr, bah, investissement défensif. ouais, Et je ouais. pense que tout ça, c'est assez préparé. Enfin, tu vois, je pense que le front office l'avait un peu. Enfin, tu vois, si nous, depuis notre canapé, on s'attendait à une saison comme ça de la part des Lakers, je pense que lui et son entourage et le front office s'y attendaient également un petit peu. Oui, mais je pense que le truc que tu n'anticipes pas, malgré le fait que tu puisses imaginer un scénario tel qu'il est aujourd'hui, c'est la frustration de le vivre au quotidien. C'est un peu ce qu'on a ressenti dans la conférence de presse de JJ Redick l'autre fois. Il a vécu C'est pire à Dallas et il a pas demandé de trade. Ouais, tout à fait. Mais JJ Redick, quand tu l'entends dire, ouais, je vais pas faire 53 les 53 matchs restants de cette manière, je pense que c'est ça que nous, qu'on ne subit pas forcément. Enfin, les fans, probablement que si, mais c'est cette espèce de frustration d'avoir l'impression que tu n'en vois pas le bout, quoi. Et que ça va durer, très Ouais, ouais, probablement. bah oui. Donc, bon, on verra ça. Les Spurs de San Antonio, bonne résolution. Eh ben, écoutez, les gars, continuez à construire sur cette lancée, sur les victoires face à OKC. Il y a eu des défaites un peu inattendues face à Utah et à Cleveland. Et une belle victoire face aux Knicks la nuit dernière. Donc, écoute, les Spurs, je suis confiant. J'aimerais qu'on n'ait pas trop, qu'on s'enflamme pas trop non plus complètement pour les Spurs. Ça joue, hein. Ça joue clairement le titre potentiellement, les Spurs. Ah, je suis pas d'accord. Ah Ah, ouais? le titre là? Ah non, trop tôt. Moi, je pense que ça peut. Il y a trop d'incertitudes, il y a trop de joueurs qui ont pas Oui, je suis connu les d'accord. playoffs, il y a un coach Alors, qui a jamais connu de série de playoffs et tout. Non, c'est trop tôt. je dis pas qu'ils sont favoris. Je pense que dans une... Là, regarde les blessures côté Nuggets. Le fait qu'il match up bien contre OKC. Et tu me donnes une série OKC Spurs, je donne OKC vainqueur Tous les jours. tous les jours, bien évidemment. Les Rockets, faudrait qu'on ait plus de matière face aux Rockets. Je sais même pas combien de fois ils ont joué Moi, j'ai contre les plus de OKC. certitude sur Houston, hein, sur Ah oui, oui, là, non mais en termes de certitude, c'est pas une question de certitude, c'est une. Pour moi, les Spurs vont beaucoup plus vite que ce que j'aurais jamais imaginé les concernant. Et c'est ce qui me fait pas peur, mais c'est là où j'essaye de freiner un peu des cas de fer. Là, toutes ces victoires face à OKC, ça a enflammé totalement le débat autour d'eux. ouais, ouais. Et en même temps, je trouve que ça confirme une chose, ça confirme un potentiel extraordinaire qu'a cette équipe. Clairement. Et qu'il est largement temps pour cette franchise, et ça va être le cas cette saison. Je vois pas ce qui pourrait se passer. Alors, à moins d'avoir des blessures comme Denver, truc catastrophique où Mbanyama ne peut pas jouer la fin de la saison, admettons, pourvu que non. Mais cette équipe va goûter pour la première fois aux playoffs. Et comme tu dis, il y a zéro expérience de leur côté à ce niveau-là. Et c'est une toute autre histoire, les playoffs. On le sait tous. Donc déjà qu'on les voit dans cette configuration-là. Mais il y a pas 0% de chance pour moi que les Spurs puissent faire un parcours absolument incroyable. Très sincèrement. Très sincèrement.
Moi, j'y crois vraiment pas du tout. Ouais. En fait, il y a trop. En Je fait, comprends. à l'Ouest, il y a juste trop d'équipes. Enfin, tu vois, il y a trop. Ils vont devoir jouer trop d'équipes pénibles, trop d'équipes compliquées. C'est vrai. Je peux pas du tout y croire vraiment. Qui passe un ou deux tours, ok. Aller viser le titre, c'est impossible pour moi. Mais moi, c'est un peu le Dumb and Dumber, quoi. C'est so you tell me that there's a chance, quoi. Il y a une micro-chance que ça puisse se produire, mais de ce qu'ils nous ont démontré sur le terrain, la qualité de l'effectif, la qualité des joueurs, le mix jeunesse et vétéran, jeune pousse et expérience, je pense qu'il y a un monde où les Spurs peuvent, à la surprise générale, vraiment faire un parcours qu'on n'attend pas. Enfin, déjà, moi, ce qu'ils font cette saison, je l'attendais pas forcément. Hein. Ouais, mais justement, Tu t'attendais, toi, à ce qu'ils caracolent en deuxième position de la conférence Ouest? non, mais justement, pour moi, on est déjà quasiment au maximum de, tu vois, de la surprise et j'arrive Je pas vois ce que du tu tout veux à dire. imaginer plus. Pas du tout. Je vois ce que tu veux Après, dire. je serais ravi de me planter, hein. Franchement, alors là, si tu vois, si dans quelques mois, tu me dis les Spurs sont en finale NBA, ouais, je suis absolument ravi, mais j'y crois pas du tout. Je voyais pas cette équipe aussi bien construite, aussi rapidement, que ça puisse prendre forme comme ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que tout est ouvert avec cette équipe. Vraiment. J'ai vraiment l'impression que cette équipe est capable de tout. C'est ça que je devrais dire plutôt probablement. J'ai l'impression qu'elle est vraiment capable de tout. Aller au titre, ça reste une ascension très peu probable. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça peut être fun. Le 14 janvier, les amis, dans la nuit du 14 au 15, il me semble, il y a un match à Oklahoma City. On verra bien ce que ça donnera. Ouais. Ça va être fun. Dernière équipe, le Thunder d'Oklahoma City. Donc, bonne résolution. Continuez comme ça, les gars. Bravo, super. Non, mais Ouais, c'est clair. je dirais retrouver l'énergie du début de saison, peut-être, et laisser Jalen Williams, qui n'oublions pas, revient d'une grosse opération au poignet, trouver son rythme. Je pense qu'il n'est pas tout à fait en rythme, qu'il a encore besoin de temps pour retrouver toutes ses sensations et pour que cet effectif au complet puisse vraiment exprimer la totalité de sa puissance. Je pense qu'on n'est pas du tout sur du Thunder à 100%, loin de là. On avait l'impression que c'était le cas parce que ils ont tellement roulé sur la ligue en début de saison. On a l'impression qu'ils étaient invincibles. J'aime le fait que les Spurs nous les aient remis un peu sur terre, mais ça n'empêche pas le fait que je pense que le Thunder avec Jalen Williams qui est de retour et qui va, je pense, plus ça va, plus il va s'acclimater, plus il va continuer sa marche de progression. Je pense qu'ils n'ont pas, ils ont pas dit du tout leur dernier mot, le Thunder. Loin de là. Très, très loin de là. Bah ouais, non, c'est clair, hein, c'est difficile de trouver quoi leur souhaiter, tant on a le sentiment qu'ils ont déjà tout entre les mains. Allez, moi, je vais quand même dire un truc. Ma bonne résolution, c'est pour Lou Dort. C'est d'arrêter ces séquences où il est dangereux pour ses adversaires en Grave. balançant ses jambes après avoir shooté. Faut qu'il ait C'est une meilleure incroyable. maîtrise de son corps. Je veux pas rentrer dans le débat de savoir si c'est involontaire, si c'est un joueur sale ou autre. Je veux qu'OKC conserve cette intensité. Mais lui, il doit faire attention parce qu'il est trop souvent au-delà de la limite. Ouais. Et j'ai vraiment pas hâte du moment où il va blesser gravement un mec. Ça, c'est vraiment le truc que je voudrais voir arrêter du côté de Casey. Ouais, complètement d'accord. Ouais. T'as des séquences des fois où tu te dis, mais Ouais, tu te dis, c'est du... comment il Ouais. fait Ouais. pour pas réfléchir Ouais, et puis comment les arbitres font pour laisser ça aussi, parce que souvent les arbitres laissent, et ça, c'est pas normal. Ouais, et puis il y a des pieds qui traînent. Enfin, je veux dire, pour toutes les fois où ils ont décidé de siffler, notamment, tu sais, quand ils prennent des shoots et qu'ils tendent les jambes pour créer des contacts et que ce truc-là a été banni. Mais tu as plein d'autres situations où Dort, notamment, tu vois, qui laisse traîner des pieds. Ouais. Comme tu dis, on va pas rentrer dans le débat de l'intentionnel ou pas intentionnel. Mais des fois, c'est que tu regardes ça, tu te grattes quand même la tête en te disant, attends, mec, comment tu fais pour pas comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est potentiellement ultra dangereux, quoi. C'est n'importe quoi de faire ça. Ouais, non, mais tout à fait, c'est vraiment le truc... Se laisser aller dans son élan, dans son énergie, enfin, c'est trop bizarre, quoi. Et j'aime pas ça non plus, ouais. Bref, merci Charlie. Il est temps de mettre fin à ce podcast qui va bientôt faire 2 heures. Voilà, pour ceux qui aiment les longs podcasts, vous allez être ravis. C'est une bonne façon de commencer cette nouvelle année 2026.
Je vous préviens, les prochains numéros, ça sera moins. C'est vraiment exceptionnel pour démarrer l'année. Voilà. Charlie, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir comme toujours. Ouais, c'était cool de commencer l'année avec toi. Et chers auditeurs, merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Encore une fois, on vous transmet nos meilleurs vœux. C'est cool, on va encore passer une bonne saison ensemble. Il y a plein de choses hyper sympas qui vont se dérouler, j'en suis certain. Voilà, d'ici là, passez une très bonne journée, un excellent week-end et je vous dis à mardi prochain. Ciao, bye bye.